du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le 9e épisode de la saison 7 de Vue du banc, un épisode qui sera consacré à cette semaine à nouveau de Ligue des Champions et notamment aux 3 matchs des équipes françaises, la défaite du PSG contre les hommes de Nagelsmann, la défaite de Rennes contre les hommes de Frank Lampard et la défaite de Marseille contre les hommes de Conceição, contre évidemment Leipzig, Chelsea et Porto. Et dans cette optique, je suis évidemment accompagné des deux tauliers habituels. Dans un premier temps, Daguet. Salut Christophe. Salut Raphaël Cosmitis, le fanfaron. Le fanfaron, le Nagui grec, comme je me suis auto-appelé sur Twitter. Et donc, s'il y a Daguet, il y a évidemment Norbert présent. Salut Florent. Salut Raphaël. Christophe Kuchli, qui a écrit récemment sur Eurosport un papier sur Hakim Ziyech. Alors, tu n'as pas vu le match de Chelsea ce soir, Christophe, mais si tu dois résumer cet article en une quinzaine de mots, allez, pour donner aux gens envie de le lire. Oui, alors l'article, en quelques mots, c'est d'abord dire que Ziyech était un plutôt bon joueur de foot, ça on le sait avec ballon, mais surtout que l'intérêt qu'il présente, c'est à la fois dans les associations. Alors les gens qui ont vu le match n'auront pas eu l'occasion de voir ça, mais dans l'association notamment avec Kai Havertz qui peut jouer relayeur et du coup permuter avec Ziyech qui est un ailier numéro 10, voilà, qui aime bien repiquer. Donc ça peut faire un bon duo, voire un bon trio avec Timo Werner, un truc assez polyvalent qui permet à Chelsea d'avoir des attaques assez développées, un peu plus créatives, sachant que Chelsea n'a pas des circuits de jeu préétablis, très répétés. Deuxièmement, que Ziyech a un gros volume de jeu sans ballon et que donc du coup ça peut aussi t'offrir une certaine sécurité défensive en te permettant de presser, de récupérer des ballons assez hauts et du coup d'avoir des temps forts un petit peu plus longs que ce que tu n'avais en début de saison, ou en plus d'avoir un gardien qui n'a pas de main, ce qui est toujours compliqué pour gagner des matchs quand tu affrontes des tirs cadrés, te permettra de dominer un petit peu plus longuement tes adversaires. Merci Christophe, j'aimerais mettre en avant Florent également, mais Florent travaille souvent en sous-marin, donc je ne peux pas forcément évoquer son boulot, mais il est évidemment toujours de qualité. Messieurs, on va commencer cet épisode consacré à 3 contre-performances des clubs français par la défaite du PSG. Alors on en avait déjà pas mal parlé lors des dernières semaines, et j'étais d'ailleurs assez lassé de ces performances-là, mais puisque c'est le match le plus chaud et le plus serré de la soirée en ce qui concerne les deux clubs français, on va commencer par toi Christophe. Défaite 2-1 avec un match à deux visages. D'ailleurs, juste avant qu'on démarre l'enregistrement, tu nous racontais que tu avais parlé avec 2 amis, un qui avait vu la première, un qui avait vu la deuxième. Du coup, ils avaient une vision complètement différente de la rencontre et des conclusions à en tirer. Commençons par le commencement. Il y a eu beaucoup de critiques ce soir sur les réseaux sociaux, comme souvent et dernièrement sur le PSG, sur Thomas Tuchel. Est-ce que tu les comprends, compte tenu de cette première période que tu as trouvé pas si mal ? Ouais, en fait, je peux comprendre la lassitude où là tu te dis c'est un clou de plus enfoncé dans le cercueil. Et finalement, ce match pris en tant que tel, c'est pas du contexte. Moi, je trouve pas forcément mauvais de la part de l'entraîneur en fait, parce que j'estime que son plan de départ est plutôt bon, plutôt intéressant et qu'au final, alors je comprendrais comme rétorque que oui, si tes joueurs n'ont que 40 minutes de pressing dans les jambes, c'est pas forcément intelligent de les faire presser, mais je pense que dans tous les cas, tu n'avais pas beaucoup d'autres solutions et que si tu fais même pas ça, qui est un plan qui quand même peut t'amener à 2-0, hein. Tu mènes 1-0, alors qu'Elan Navas fait un super arrêt, mais t'as un penalty pour faire 2-0, Di Maria le rate. Je pense que si tu tournes à 2-0, derrière, tu peux avoir une gestion de match un petit peu plus facile. Bon, là, en plus, tu prends le 1 juste avant la pause. Enfin, tout tourne assez négativement. Mais finalement, le fait d'avoir un temps fort assez fort et ensuite d'être un peu plus dans la gestion, je pense que ça aurait largement pu fonctionner face à une équipe de Leipzig qui avait beaucoup plus de jambes que toi. Moi, clairement, ce qui est fait pendant la première mi-temps, ou quasiment la première mi-temps, si t'enlèves quelques minutes, on va dire les 2-3 premières et les 2-3 dernières de la mi-temps, je trouve ça assez intéressant parce qu'au final, t'as montré les lacunes de cette équipe de Leipzig qui, quand elle joue son jeu, est quand même assez difficile à sortir de sa zone de confort et peut vraiment donner le visage qu'elle souhaite au match. Et là, au final, t'as réussi à empêcher Leipzig de sortir les ballons sous pression. Enfin, Leipzig a essayé de le faire. Soit ça n'a pas du tout fonctionné. Le premier but vient là-dessus d'une erreur d'Upamecano qui passe un peu à côté de son match, qui en tout cas a vécu un match assez difficile. Et sinon, Leipzig, quand ça n'arrivait pas trop à sortir et que ça n'osait pas prendre tous les risques,
ça avait tendance à allonger un petit peu, à rendre les ballons, sachant qu'il n'y avait pas de pur numéro 9, puisque c'était Olmo qui était devant. Tu n'avais pas un Poulsen ou un Sorloth pour faire des déviations. Du coup, le Paris récupérait le ballon, pouvait avoir la possession. Je pense qu'aux 3/4 de la première période, on est sur 55-45, quelque chose comme ça. Donc Paris avait vraiment cette maîtrise-là. Et en plus, donc non seulement t'as ça qui te permet d'avoir le ballon, de te protéger, et en plus de ne pas laisser Leipzig construire, parce que ce sont des circuits offensifs assez répétés, avec beaucoup de capacité à redoubler, à créer des démarquages, etc. T'avais aussi une certaine volonté quand tu récupérais le ballon, quand la ligne défensive de Leipzig était assez haute, parce que ton bloc médian était pas du tout indigne, de partir assez vite en profondeur. Et là-dessus, il y a eu quelques duels assez rigolos entre Moise Kean et notre ami Upamecano, puisque les deux, même si c'était une défense à 3, les deux étaient souvent dans la même zone. Et là-dessus, t'as aussi eu d'autres situations en profondeur. Donc c'est-à-dire que t'arrivais à être dangereux de plusieurs manières, sans concéder grand-chose à ton adversaire. Et là-dessus, je trouvais finalement que ça pouvait être une forme d'affirmation de Tourelle sur son aspect coaching, on va dire, à savoir quand j'ai des stars, je sous-coach, moi ce que j'appelle sous-coacher, c'est-à-dire globalement tu mets les joueurs à leur position préférentielle et tu les laisses s'exprimer. Et là je me disais tiens, il a ni Mbappé ni Neymar, il met vraiment sa patte sur le match. Alors après ça fonctionne pas, mais là je lui voyais un vrai plan autre que simplement allez-y les gars, je vous donne les clés du match et faites-moi gagner. Alors, les compositions, après cette analyse de Christophe. D'abord, Leipzig, avec Peter Gulacsi dans les buts, une défense à 3, Orban, Upamecano, Konaté, une ligne de 5 ensuite avec le futur Ballon d'Or, Angelino à gauche, Mukiele à droite, 3 milieux de terrain, Sabitzer, Haidara et Nkunku. J'ai l'impression, Christophe, que Sabitzer recule d'un cran toutes les semaines. Il va peut-être finir derrière à ce rythme-là, parce qu'il avait commencé très très haut sur le terrain avec Nagelsmann, et là il jouait quasiment 6. Et donc tu l'as dit, devant Forsberg et Olmo, qui seront remplacés en cours de match. Du côté du PSG, Navas dans les buts, une ligne de 4, Kurzawa, Kipembe, Danilo derrière, Florenzi latéral droit, Marquinhos en 6, Herrera et Gay relayeur, Sarabia et Di Maria dans les rôles de milieu offensif, et Kane ou Keane, toujours pas. Si tu avais réglé le conflit, Flo, tu avais dit Keane, je crois, parce que lui-même le prononce Keane. Je crois que lui-même disait Keane quand il était à Everton. Mais juste pour rebondir rapidement, après je laisserai Christophe enchaîner, mais sur ce qu'il disait, c'est vrai qu'en plus, quand tu reprends le match précédent du PSG en Ligue des Champions, enfin le match important du PSG en Ligue des Champions face à Manchester United, et que tu te souviens de leurs soucis, notamment pour sortir le ballon face au pressing de United sur ce match-là, tu peux te dire que sans Neymar, sans la menace Mbappé, si Paris n'avait pas cherché à presser haut et à aller chercher Leipzig et avait plus attendu, Paris aurait beaucoup plus subi qu'il ne l'a fait en première mi-temps, ou en tout cas aurait subi beaucoup plus tôt ce qu'a fait Leipzig par la suite dans ce match. Donc déjà, rien que là-dessus, sur l'approche, quand tu peux pas sortir la balle sous pression, le meilleur moyen de pas le faire, c'est d'essayer de mettre le match dans le camp adverse. Et c'est ce que, d'après ce que Christophe raconte, Paris a essayé de faire en première mi-temps. Ouais, Christophe, je reviens vers toi. On s'est souvent plaint, ou en tout cas on a déploré ce que Paris proposait collectivement en présence de Neymar et Mbappé, c'est-à-dire que défensivement, tu étais limité dans ce que tu pouvais faire, à l'exception du Final 8 où les mecs s'étaient un peu bougés pour aller presser haut et participer à l'effort collectif. On s'était plaint de la dépendance exagérée et presque volontaire du PSG aux initiatives offensives de Neymar. Ça a donné quoi sans les deux ? Est-ce que collectivement on tombe sur une des performances les plus encourageantes du PSG récemment, tristement pas récompensée, et d'ailleurs après tu nous diras peut-être pourquoi. Là, et on en revient on dirait à l'autre versant de ce que je disais sur l'aspect Tourelle, c'est-à-dire que parfois, c'est vraiment caricatural, hein, mais c'est quand même un peu général. Parfois, il sous-coach, parfois il sur-coach, parfois, je pense qu'il donne des consignes assez précises et d'autres non. Et clairement, le meilleur exemple des plans vraiment qui pour moi sont bien chiadés, c'est le 3-0 de l'an dernier face au Real, sans Mbappé et Neymar. Sachant tu pouvais citer aussi le match contre Liverpool en Ligue des Champions, où il y avait une préparation assez précise. Et on peut dire qu'à Dortmund, c'était quand même un coach qui avait tendance à surcoacher plus qu'à sous-coacher. Oui, c'est ça, c'était presque too much, un peu à la Guardiola de maintenant, où tu as une adaptation dans le positionnement et dans l'attitude de tel ou tel joueur en fonction des habitudes de son adversaire direct par match. Et le problème de ça, d'avoir un peu ces variables d'une semaine sur l'autre, c'est que tu crées pas les habitudes tout court, à la fois avec et sans ballon. Et c'est-à-dire que je pense que l'aspect physique, qui pour moi joue quand même un rôle énorme sur le match de ce mercredi soir, il est aussi
conditionné par le fait que finalement tu mets pas beaucoup d'intensité sur tes matchs en Ligue 1 et que t'as pas forcément la volonté d'aller presser, et que même si tu peux avoir certaines habitudes en gros, de mettre le on-off. Si tu le fais pas chaque semaine, c'est quand même difficile d'un coup subitement de te mettre à presser non-stop. Il y a quand même un aspect physique, un aspect énergétique qu'il faut prendre en compte. Aussi sur la manière dont tu presses d'ailleurs, parce que Leipzig, au-delà des courses, ça oriente toujours sur le pied faible, ça c'est orienté dans la ligne de touche, au contraire à l'intérieur, selon que tu veuilles récupérer les ballons ou non. C'est pas simplement on court comme des dératés sur le mec qui a la balle. Mais c'est vrai que Paris, n'ayant pas à la fois les habitudes de pressing, je suis pas sûr que dans tous les cas tu pouvais le tenir extrêmement longtemps avec une pause très courte, etc. Mais en plus, il n'y a pas ces habitudes avec ballon de construction comme il y a sur le premier but de Leipzig, ou même si c'est une frappe à 18 mètres qui est pas non plus la frappe la plus dangereuse de l'histoire du foot. Tu te retrouves pas face au gardien à 3 mètres du but, comme c'est quasiment le cas sur l'arrêt énorme de Navas en tout début de match. Mais dans tous les cas, je pense pas que tu puisses improviser à partir de rien des circuits en triangle avec des joueurs qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ensemble. Donc là-dessus, j'ai trouvé qu'à partir du moment où tu ne bâtis pas des choses semaine après semaine, ce qui était fait allait plutôt dans le sens du jeu. Ça reposait quand même pas mal sur l'initiative individuelle. Mais alors, Di Maria, c'est assez intermittent et c'est surtout sur les 35 premières minutes que tu le vois. Mais globalement, il a réussi à se mettre au niveau et être plutôt pertinent. Le problème, c'est la suite. Et tu peux estimer que Di Maria étant presque le mec le plus référencé de ton 11 sur le plan offensif, même sans doute. Tu le vois pas suffisamment. Maintenant, Sarabia difficile. Honnêtement, j'aime beaucoup ce joueur, mais je commence à avoir des doutes sur sa pertinence dans le projet. On a eu quelques questions sur lui, donc profites-en. Entre ce qu'il faisait à Séville et ce qu'il propose aujourd'hui à Paris, pourquoi un tel décalage, sachant qu'il sort, je crois que sa dernière saison à Séville avant d'arriver à Paris, il est pas loin d'un double-double, où il est en moins à 10-10. 10 buts, 10 passes D, je crois limite à 10-20, ou quelque chose comme ça. Alors certes, il a moins de temps de jeu à Paris, mais il en a quand même pas mal parce qu'il y a beaucoup de blessés, beaucoup d'absences. Pourquoi une telle différence de rendement, au moins purement statistique ? Je pense que le joueur a été bon suffisamment longtemps pour qu'on puisse en conclure que c'est un bon joueur. Tu vois, je suis pas de l'idée que, en fait, on voit son vrai niveau actuellement. Je pense que c'est un joueur qui est largement capable de rendre des services à Paris, mais qui pâtit de ce contexte. Alors c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, je prétends pas être dans sa tête. Je pense qu'il y a aussi un problème de confiance, comme il peut y avoir chez les milieux marseillais notamment, et que clairement il est pas à son top niveau. Mais je pense aussi que le fait d'avoir un cadre un peu plus lâche, une structure un peu moins précise, parce que sa meilleure saison avec Séville, c'est notamment quand Pablo Machín est là et que le système est extrêmement précis, extrêmement rodé. Et je pense qu'en fait on lui demande presque de dézonner, de prendre beaucoup d'initiatives, un peu de dépasser son rôle, et que finalement, je sais même pas si lui sait exactement quel est son rôle. Là, il y a des moments où il est sur l'aile, il y a des moments où il est au corps du jeu. Alors, ça n'excuse pas le fait de rater des choses qu'un joueur de ce niveau et d'un tel club doit être capable de réussir. Mais je pense qu'il sait plus trop ce qu'on lui demande, il sait plus trop où on en est. C'est dommage parce que je pense que vraiment ça pourrait être une pièce intéressante que tu peux mettre notamment dans ton milieu à 3. Et là, au final, ça te donne une structure offensive qui a pas des mécanismes ultra précis collectivement, et individuellement t'as 2 sur 3 qui sont pas au top sur la durée. Au final, ça laisse que Keane, qui lui est, Florent l'a vu notamment en deuxième période, mais il fait déjà aussi un chantier en première. Je vais pas dire qu'il est injouable, mais là, pour moi, il passe vraiment un cap, parce que on est au-delà du joueur un peu neuf au sens NEUF, de sens de la nouveauté. Oui. Les deux s'écrivent pareil, donc NEUF n'apportait absolument rien à mon développement. Mais il est assez neuf au début, il était sur le côté vivacité, etc. Ouais, avant qu'on parte très longtemps, ou en tout cas un peu plus longtemps sur Moïse Kean, qui a fait peut-être sans doute son meilleur match, non seulement au PSG, mais sans doute en carrière professionnelle. J'ai peut-être été un peu dur avec Sarabia en termes de stats, parce que la saison dernière, il a 1165 minutes en Ligue 1 et fait 4 buts, 3 passes D. Donc c'est honorable. Et cette année, il a 550 minutes, il est déjà à 2 buts et 4 passes décisives. Donc il a ces stats-là. Et nous, de ce qu'on sait, Christophe, pour une fois qu'on a des infos dans un certain domaine et qu'on va aller chercher, il avait été recruté pour 2 raisons principales. Je pense que tu sauras à quoi je fais référence, à la fois pour sa capacité à attaquer les demi-espaces, parce que c'est quelqu'un qui peut faire des courses soit dans la profondeur, soit recevoir le ballon entre les lignes dans ces espaces-là que Tourelle apprécie, et aussi pour son volume défensif, parce que le PSG recherchait à ce poste-là. Alors ça te rend l'équipe assez asymétrique si tu as un mec qui court à gauche et un mec qui court pas à droite, ou inversement. Mais il me semble que c'était pour ces 2 raisons-là que Paris était allé sur ce dossier-là.
qui est peut-être un des derniers dossiers de Paris d'ailleurs où ils ont un peu planifié et anticipé. Non, c'est dommage parce que je trouvais l'idée bonne et assez bien justifiée en fait, donc c'est dommage que ça fonctionne pas trop. En fait, ça rend bizarre le fait que s'ils l'ont recruté pour ça, qu'il n'ait pas plus souvent joué relayeur, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe, puisque c'est plus en tant que relayeur qu'il s'est retrouvé à attaquer ses espaces ou à droite dans un système de 4-4-2 à plat, par exemple, où il pourrait se retrouver dans le half space avec le relais du latéral pour le lancer. Mais pour ça, il faudrait des circuits et une structure beaucoup plus cadrée pour qu'il ait vraiment ses espaces à attaquer tout le temps et qu'il soit pas obligé de naviguer à d'autres postes et dans d'autres zones du terrain en fonction des déplacements des deux autres attaquants qui improvisent beaucoup. Mais qui ont aussi la qualité pour improviser, ce qu'il n'a pas lui. Dans le Dortmund de Tuchel, il aurait été très bien. Il aurait été très bon. Par exemple, ouais. Parce que c'était vraiment des zones qui brillaient à l'époque de ce Dortmund-là. Donc Moïse Kean, puisque Christophe, t'as tendu la perche, Florent, je te la transmets. On n'a pas vu, nous deux, la première période du PSG, parce qu'on était sur le match de Rennes, devant le match de Rennes, mais d'ailleurs, je vais arrêter de dire sur à chaque fois, devant le match de Rennes, et on a vu un Moïse Kean encore en deuxième, pas mal du tout. On a vu quelques extraits de la première, et Christophe pourra nous en parler après. Mais sur ce qu'il a fait, et d'ailleurs ça va rejoindre une question que j'ai vu passer sur Twitter, c'est TicTac qui nous demande même si Moïse Kean doit s'inspirer de Lukaku. Il a eu cette impression-là, et c'est vrai que la comparaison est venue assez vite, et pourquoi pas à l'avenir pour Moïse Kean de succéder à Lukaku à l'Inter. Ouais, bah la comparaison vient assez vite parce que il a une débauche d'énergie, une capacité à faire mal à son adversaire direct, une mobilité aussi qui peut rappeler Lukaku. Après, il lui manque quelques centimètres, hein, je crois il est bien plus petit aussi par rapport à Lukaku. J'ai pas la taille de Lukaku en tête, mais je crois que Kean... exactement en train de vérifier ça, et il y a 8 cm de différence. Ouais. Ça reste assez important, mais c'est vrai que par rapport à d'autres joueurs qui seraient autour du 1m80, je crois que Kean c'est 1m83, il me semble. C'est ça. Il donne une impression beaucoup plus de puissance et de physique que d'autres joueurs qui vont peut-être plus au niveau de cette taille-là, vont plus miser sur, ou en tout cas vont dégager une impression de vitesse. Lui, c'est vraiment l'impression de l'attaquant qui va aller au duel, qui va aller se battre pour prendre une position par rapport au défenseur, pour bousculer son défenseur. Et donc, c'est vrai que tu tends à le comparer plus à Lukaku que, par exemple, je cherche un attaquant qui ferait sa taille, mais peut-être un Timo Werner. Je pense qu'il doit être, en termes de taille, dans ces eaux-là. Même si j'ai pas vérifié, mais je pense que voilà, qu'il se rapproche plus de Werner que de Lukaku. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il fait sur le terrain, tu vas plus le comparer à ce que fait Lukaku. Et c'est vrai que ces joueurs-là, et d'ailleurs Lukaku est un très bon exemple, parce que tout au long de sa carrière, jusqu'à ce qu'il arrive à l'Inter, il s'est traîné quand même la réputation de quelqu'un d'assez maladroit, qui pouvait perdre beaucoup de ballons, qui avait une première touche assez aléatoire, et qui à l'Inter a passé un cap et a sans doute atteint une certaine maturité dans son jeu. Et j'ai l'impression que ces attaquants-là, ce type d'attaquant-là, qui est aussi quand même de plus en plus rare, a une maturation beaucoup plus lente. C'est-à-dire que Kean, ce soir, il est impressionnant, grosse débauche d'énergie, mais tu sens aussi que techniquement, ça reste poussif. Il perd beaucoup de ballons, je crois qu'il perd 8 ballons ce soir. Mais il a quand même la qualité et le don de se mettre bien en position de frappe. Il y a quelques situations où avec une ou deux touches, notamment une en deuxième période, là où il y a un ballon qui arrive, t'as l'impression que c'est un duel 50-50, il fait feinte de la prendre avec la gauche, il s'oriente avec la droite et il enchaîne. Où tu te dis, une fois qu'il a réussi à enchaîner 2-3 touches pour se mettre dans le sens du but, là, il y a quand même une certaine explosivité. Ouais, mais tu vois, il y a un manque de constance dans ces exécutions techniques, que ce soit si tu pars de la première à la dernière minute, qui est aujourd'hui excusé par sa débauche d'énergie, sa capacité à presser, à revenir défendre aussi, parce qu'il fait parfois les efforts. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces attaquants-là ont une maturation plus lente, et que Kean, on risque, là tu vois, il y a la découverte, il y a les premiers matchs, les premières minutes, les premiers buts. Peut-être qu'on risque au fil de la saison de plus voir en effet certaines limites techniques, des ballons rendus, des contrôles manqués, etc. Parce que j'ai l'impression que c'est qu'il fait partie de ce type de profil de mecs qui vont vouloir tout faire
faire les choses trop vite, alors qu'ils peuvent vraiment se servir de leur corps pour gagner du temps et se donner du temps et prendre le temps de contrôler, de se retourner, de passer, parce que de toute façon, à partir du moment où ils ont bloqué la balle, en gros, et qu'ils le protègent avec leur corps, le défenseur passera pas. Donc en fait, il a tout le temps de faire ses enchaînements. Je sais pas si vous arrivez à me suivre. Je sais pas si je suis clair. Non, mais en plus, ce que tu disais sur son gabarit, le fait qu'il rende, par exemple, 8 cm à Lukaku, il les rend aussi aux défenseurs centraux, et ça l'a pas empêché de faire de Upamecano un obstacle sur le passage qu'il a dégagé quelques fois. Alors que Ouais, c'est ça. est quand même assez costaud. Mais je pense que lui aura une maturation plus lente. C'est-à-dire là, il a 20 ans, je crois que c'est un 2000. Ouais. Oui. Je pense qu'il aura une maturation plus lente et que c'est dans 3-4 ans, 4-5 ans peut-être, qu'il atteindra son meilleur niveau, parce qu'il aura vraiment appris et compris que pour lui, avec le gabarit qu'il a, ça sert à rien de vouloir faire les choses vite. Ce qui importe, c'est de prendre la balle, de mettre à distance son défenseur et ensuite de faire ce qu'il doit faire. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose que Lukaku aussi a appris à faire au fur et à mesure. Ouais. Et Après, a vraiment explosé la saison dernière à l'Inter à ce niveau-là. Et a vraiment franchi ce plafond en gros. Et je pense que Keane peut prendre le même chemin. est-ce que c'est pas aussi Flo la chance de tomber sur Conte qui sait utiliser ses attaquants mieux que personne? Totalement. Il avait rendu Totalement. Pelé notamment très très bon le temps d'un Euro. On pourrait citer plein d'autres exemples de ce qu'il a fait avec des attaquants de ce style, mais je ne pas même de Vucinic, alors qui était plus fin, beaucoup plus fin que les mecs qu'on vient de citer, hein, mais qui avait été bon avec lui. Bon, il y a quand même, je pense que quand tu es attaquant, et avec Conte, tu es un des mieux lotis. Peut-être beaucoup plus que les relayeurs ou les latéraux, qui parfois sont un peu mis dans des conditions plus difficiles. Christophe, toi, tu avais vu la première période de Keane. Est-ce qu'on a raté quelque chose qu'on a oublié de citer dans son match avant qu'on passe à autre chose? On pourrait toujours développer, mais j'ai envie de noter sa combativité au pressing. On l'a dit, il y a un gabarit, il a des bonnes fesses dont il se sert bien, ce qui est un atout qui peut, je vais pas dire que ça a fait la carrière d'Eden Hazard, mais ce sont des choses qui aident bien sur la protection de balle, parfois autant que les épaules ou que d'autres parties du corps. Donc ça c'est intéressant, mais en plus il a ce que je voulais dire tout à l'heure, mais de manière assez maladroite, mais il a quand même gardé sa vitesse qu'il avait quand il a un peu explosé sur ses premiers matchs, Hellas Vérone, etc. à 17-18 ans. Et il utilise bien cette vitesse, bien sûr pour faire des appels, machin, mais aussi pour aller harceler au pressing. Et le premier but, ok, erreur de Upamecano, je suis le premier à la déplorer, à la souligner. Maintenant, c'est lui qui est là, qui tend la jambe pour contrer la passe, pour la dévier, parce que dans l'absolu la passe elle est lisible en fait, mais elle est pas ratée dans la mesure où elle est pas donnée n'importe où, c'est simplement que lui va la contrer, et ensuite il met un bon petit extérieur, faut pas dire pas si facile à mettre, mais qu'il faut quand même être capable de mettre, que tous les attaquants sauraient pas forcément doser pour le but de Di Maria. Et ce but là il est intéressant parce qu'il symbolise aussi donc cette volonté que Keane a d'aller au pressing. Et rien que ça le sépare de pas mal d'attaquants de son âge, j'ai l'impression, de son profil, parce que certains peuvent avoir tendance à s'épargner quelques efforts, et ça le sépare aussi, évidemment, de Mauro Icardi, qui jamais, je pense, n'a montré, peut-être depuis qu'il est pro, mais en tout cas depuis qu'il est à Paris, depuis de longs mois, 50%, 60% de cette volonté de courir. Alors forcément, Keane l'a un peu payé sur la suite du match, donc pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais rien que ça te permet aussi, je veux dire, si Keane ne court pas, le Paris ne peut jamais presser pendant ces 40 minutes-là. Et le fait d'avoir cette attitude-là, ça va dans un sens général qui me semble assez intéressant pour son développement. Et j'ai l'impression assez intéressant pour Everton, parce que je ne crois pas qu'il y ait de clause. Alors pour Paris, bien sûr, hein, mais je ne crois pas qu'il y ait de clause. Donc lui et Calvert-Lewin, ça pourrait faire un truc assez rigolo s'il revient, même si je suis pas sûr qu'Everton, d'ici 6 mois, 1 an, ça soit, alors il est encore très tôt, hein, mais que ça soit forcément un club à sa mesure et qu'il aille pas taper plus haut assez rapidement. Et au pire, Everton le vendra 45 millions à l'Inter ou au Milan, mais ils seront pas malheureux. Donc, oui. Ils sont gagnants dans le deal et puis ils ont l'air de bien démarrer la saison. Donc, pas de grands soucis pour eux. Alors on avait des questions sur Leipzig, mais on parlera de Leipzig plus tard dans la saison, parce qu'ils sont bien partis pour se qualifier. C'est un peu tôt pour le dire, ça dépendra notamment du match retour contre le PSG. On parlera aussi d'eux en championnat, donc on parlera de Leipzig plus tard. Passons à Rennes, Florent, le match qu'on a vu tous les deux. Donc on a vu la première période.
terminé à 2-0 pour Chelsea. On va le faire chronologiquement. Commençons par le début de cette rencontre, où on a vu un peu ce que Rennes avait vécu contre Séville, c'est-à-dire des difficultés à sortir le ballon. Et puis ce qui a été la différence, c'est notamment les hommes sur le terrain. Contre Séville, Nzonzi était absent, Léa Siliki était entré en cours de match. Là, les deux étaient titulaires. Et au fur et à mesure de la première période, ça a commencé à permettre à Rennes d'avancer un petit peu sur le terrain. Ouais, tu as eu peut-être une équipe un peu inhibée dans les premières minutes de jeu, et c'est vrai que ça s'est réglé au fil du temps lorsque Bourigeaud a commencé à décrocher pour vraiment aider ses centraux. Il n'a pas eu peur de décrocher en cherchant à se mettre face au jeu, parce que Kanté allait pas le chercher aussi haut que ça, et une fois face au jeu, il a, avec son jeu long, notamment cherché Traoré sur le côté droit, ou bien c'était côté gauche, c'était soit Dalbert, soit Terrier un peu plus haut. Tu avais la disponibilité de Guirassy aussi, qui a permis de sortir quelques ballons et qui était encore très important sur ces séquences-là. Point négatif, le jeu au pied un peu aléatoire de Gomis, qui avait compris les zones qu'il fallait chercher sur les côtés avec les latéraux, mais dans l'exécution, c'était pas simple. Donc ouais, Bourigeaud, très intéressant sur cette période-là. Et à côté, un Nzonzi, où c'est vrai que lorsque Rennes gagne un ballon un peu plus haut sur le terrain, c'est immédiatement le joueur recherché et qui permet de lancer un temps de jeu, parce qu'en une passe, il va de suite trouver un joueur libre et hors de la pression qui va calmer forcément le pressing adverse. Donc ouais, petit à petit, Rennes s'est mis dans son match. Ce qui est dommage, c'est que il y ait ce premier but qui intervient trop tôt dans la partie, alors que Rennes n'est pas encore tout à fait rentré dans son match, puisque c'est allé un petit peu mieux par la suite. Ouais, oui, le début de match, Chelsea, tu disais tout à l'heure en parlant du PSG, que quand on n'arrive pas à aller dans le camp adverse avec le ballon, on vaut mieux le faire sans. Et c'est un peu l'histoire du début de match de Chelsea, où Rennes invite la pression comme il l'avait fait contre Séville, en essayant d'ailleurs de rester sur les mêmes principes, ce qu'il faut noter, et sur cette idée de ressortir court et d'essayer de casser des lignes, soit par la passe, soit balle au pied. Mais il y a encore pas mal de difficultés, Flo, tu parlais de Gomis, en fait, sur les 5 de derrière, si on compte les deux centraux, les deux latéraux et Gomis, il y a pas mal de difficultés quand même à essayer de casser ce premier rideau. C'est-à-dire que quand tu n'arrives pas à toucher Nzonzi, tu as l'impression que tu n'as pas forcément de circuit ou de joueurs à même individuellement d'aller casser une ligne jusqu'à trouver un Guirassy, pourquoi pas, de haut jeu, un Bourigeaud entre les lignes, un Léa Siliki entre les lignes. Au fil du match, ça a avancé un peu, mais c'est peut-être là l'axe de progression pour Aguerd et Da Silva derrière, c'est de libérer un peu Nzonzi et Kamavinga à terme de ces tâches-là. Ouais, après, il y avait aussi le fait que sans Kamavinga, tu n'avais pas de joueur susceptible de prendre la pression, de résister à la pression dans l'entrejeu. Léa Siliki D'ailleurs, on l'a aurait, fait un peu, Flo. oui, il l'a fait un peu, mais c'est vrai que sur le début de match, il touche, je vois les stats là, il fait 3 passes, Léa Siliki. Quand Bourigeaud en fait 12 et Nzonzi en fait 12. Donc, il était moins disponible, mais aussi parce que Bourigeaud décrochait et Ouais. Léa Siliki, son taf était de se positionner un peu plus haut sur le terrain. Ouais, parce que j'ai souvenir de 2 prises de balles. Je crois que c'est Jorginho qui sort sur lui à chaque fois, où il fait feinte de partir sur la gauche, enfin vers la ligne de touche d'Amari Traoré, pour que ce soit clair. Et finalement, il va s'orienter vers l'opposé, vers Dalbert. Et à chaque fois, il élimine Jorginho. Alors, il y a plus difficile qu'éliminer Jorginho sur une prise de balle, parce que c'est pas lui qui a le plus d'explosivité. Mais au moins, il y avait cette feinte sous pression que la plupart des joueurs qui jouent entre les lignes doivent avoir dans leur panoplie. Sinon, c'est compliqué de jouer à ce poste-là. On peut penser à Ndombele, qui est le spécialiste et qui est quasiment impossible à presser parce que tu sais jamais où il va s'orienter. Et ça, c'est un truc qui était assez bien de la part de Léa Siliki, qu'on avait vu d'ailleurs sur la deuxième période contre Séville. Le bémol, malgré tout ça, Flo, c'est qu'une fois que tu arrives dans le camp adverse, bah, tu as l'impression que Rennes a moins de. Alors, est-ce que c'est moins de force, moins d'idées, moins de joueurs percutants? Mais sur cette première période, en tout cas, on n'a pas vu la deuxième, on la rattrapera sans doute. Sur cette première période, on avait l'impression que Rennes était tellement content d'arriver dans les 30 derniers mètres que vite, fallait mettre le ballon à la surface. Ouais, alors, ce qui est positif, c'est qu'ils ont réussi à y aller assez souvent sur la première période. Ah, beaucoup plus qu'à Séville, oui. Ouais, beaucoup plus qu'à Séville. Mais c'est vrai que une fois dans les 30 derniers mètres, c'était soit déjà ça se passait forcément sur les côtés et assez souvent collé à la ligne, et soit il y avait un centre qui partait très vite de la part d'Amari Traoré, ou soit tu avais une tentative de jeu à deux entre l'ailier et le latéral, avec
Je crois que c'est en cours de première mi-temps, justement le pauvre d'Albert après, qui va prendre son rouge, mais qui quelques minutes plus tôt fait une montée où il s'appuie sur Terrier lui Ouais, remet, il ouais. fait la différence. Et Ziyech Et prend je sais carton jaune. Ouais. Et c'est Ziyech qui prend carton là-dessus, voilà. Et avec un bon coup franc où d'ailleurs Bourigeaud, mais c'est le coup franc le plus dangereux, je pense, de la première mi-temps pour les Rennais, où Bourigeaud met le ballon au deuxième poteau et Da Silva est pas loin de le couper pour prouver encore une fois la force des Rennais sur coup de pied arrêté. Malheureusement, il était un peu court là-dessus. Très bien, merci Flo pour ce petit point sur les 30 derniers mètres de Rennes. On va parler un peu des défauts défensifs, notamment de Rennes, qu'on avait un peu déjà vu d'ailleurs, même dès Krasnodar. Mais est-ce que c'est vraiment des défauts ou est-ce que c'est finalement des espaces que tu donnes de par les principes de jeu que tu mets en place? On peut parler du jeu long, et ça on parlera un peu plus vraiment de la gestion de ces longs ballons de la part de la base arrière, mais aussi des renversements. Si je pense les gens réécoutent ou retombent sur le podcast post-Krasnodar, on avait pas mal parlé d'Amari Traoré, qui avait été laissé en 1 contre 1 souvent face à son ailier, et on a retrouvé un peu cette difficulté face au renversement. Ouais, il y a 2 soucis. Amari Traoré, j'ai l'impression qu'il a des problèmes pour gérer les ballons à partir du moment où soit c'est des longs ballons, donc par les airs, soit c'est des ballons qui rebondissent. Et j'ai l'impression qu'il a un souci pour gérer ce genre de trajectoire. Mais c'est vrai que Chelsea, de toute façon, on a vu Rennes face à Séville, on a vu face à Krasnodar, on a vu aussi face à Angers en championnat. C'est que les Rennais ont quelques soucis du fait de leur organisation. Alors là, sur ce match-là, c'était un 4-5-1 très à plat au milieu de terrain, derrière Guirassy, donc très compact, qui laissait très peu d'espace à du jeu intérieur. D'ailleurs, on a assez peu vu de joueurs de Chelsea entre les lignes, en tout cas en première mi-temps. En revanche, c'est vrai que vu que c'est très compact, tant dans la profondeur que sur la largeur, tu peux laisser des espaces. Alors pas forcément dans le dos ce soir, mais c'est vrai que sur les renversements de jeu, quand la balle, quand Chelsea réussissait à enfoncer Rennes sur son côté droit en passant dans le dos de Gbo et en attaquant Traoré, et ressortait pour toucher Mount ou Jorginho, là il y avait forcément, en étant en 4-5-1 et en étant avec une ligne de 5 alignée, et Mount ou Jorginho, s'il est dans le demi-espace gauche, il va avoir un peu d'espace pour pouvoir renverser le jeu à l'opposé parce que le milieu va pas forcément sortir assez rapidement sur lui. Et c'est comme ça, il me semble, que l'action du penalty arrive, puisque ça part d'un décalage, d'un renversement de la gauche vers la droite pour arriver sur Werner, et avec ensuite la faute de Dalbert. Ouais. Et j'ai l'impression en effet que la plupart des actions dangereuses de Chelsea, qui finalement n'en a pas eu beaucoup, puisqu'il termine la rencontre avec seulement 8 tirs, et sur les 8 tirs, il y a quand même les 2 pénaltys. Donc, mais j'ai l'impression que c'est surtout là-dessus que Chelsea a eu des opportunités, et finalement, ils n'en ont pas eu beaucoup. Ouais, premier penalty qui vient sur une séquence qui m'énerve beaucoup, moi, qui est un contrôle raté de l'attaquant, qui devient efficace parce que le défenseur se jette. Ouais. Et c'est la pièce inverse de la conduite de balle trop longue où tu finis par faire carton rouge parce que tu vas essayer de rattraper ton ballon. C'est-à-dire que là, si Werner se manque, il peut arriver sur Dalbert et lui écorcher la cheville. Et sauf que c'est Dalbert qui se jette, et comme Werner va beaucoup plus vite sur 2 mètres que Dalbert, ça finit par faire péno. Bon, parlons quand même, Flo, rapidement, parce qu'on va pas non plus faire 20 minutes sur chacun des matchs, mais de cet événement, de la triste soirée de Dalbert, qui doit être content là d'être revenu. Récemment, c'est pas trop bien pour lui ce qui se passe. Mais au moment où il joue au foot, de ce deuxième penalty, qui est aussi un deuxième carton jaune, qui est un deuxième but de Werner et de Chelsea, où alors, on va pas faire non plus 15 minutes sur la VAR, parce qu'on n'aime pas trop parler de ça dans Vue du banc, et on préfère se concentrer sur le jeu. Mais là, il y a quand même un énorme souci de cohérence, même pas d'un match à l'autre, mais d'une séquence à l'autre dans le même match, et un souci même de bon sens, en fait, au-delà des règles et de l'application. C'est-à-dire que ça empêche justement d'aimer et de se concentrer sur le jeu, je trouve. C'est ça, c'est-à-dire que en effet, on préfère se concentrer sur le jeu dans Vue du banc, mais en l'occurrence, cette action-là tue totalement le jeu et tue totalement le match. Parce que derrière, à 2-0, à 10 contre 11, il n'y a plus grand-chose à regarder. Et alors que jusque-là, à 1-0, on va pas dire que... Enfin, Rennes n'était pas... Non, on se demandait comment ils allaient réussir à marquer, ça c'est sûr. Mais c'était pas ils étaient dans leur match, quoi. C'était pas du tout la leçon de Séville, où on était oui, voilà, en se disant Séville est une planète au-dessus.
Là, tu as deux équipes qui essayent de proposer des choses, une qui a beaucoup plus de talent que l'autre, mais Rennes collectivement est pas ridicule. Et puis bon, il y a cette situation, je sais pas si tout le monde, j'imagine que tout le monde l'a vu à peu près, un tir, je sais même plus qui tire d'ailleurs, mais un tir puissant sur d'Albert, ça lui touche le tibia, ça rebondit dans les airs, et ça touche le bras qu'il a certes très écarté, mais il a les yeux quasiment fermés à ce moment-là. Enfin, c'est pas dans les règles, hein, mais c'est juste la situation que d'avoir de jouer au foot et de dire mais je ne fais pas exprès, le ballon n'allait pas du tout. Enfin, et du coup ça brise l'élan de Rennes, qui malgré tout, des stats que tu as lu toi, Flo, ne va pas s'éteindre en deuxième. Non, mais en deuxième mi-temps, c'est juste que je pense que Chelsea revient fort pour assez rapidement mettre son troisième but, qui arrive d'ailleurs assez vite. Mais sur la fin de match, en fait, les Rennais vont obtenir quelques situations. Il y a une Grenier qui va avoir une grosse occasion. Mais en gros, sur la deuxième mi-temps, ouais, Rennes a plus de tirs que Chelsea. Mais bon, après, Chelsea était en contrôle, etc. J'imagine, après avoir mis le troisième. Mais c'est vrai que cette action-là tue totalement à la fois le suspense, l'intérêt du match et alors que il aurait sifflé penalty, c'était déjà difficile, mais rajouter ce deuxième carton. Mais je me demande si c'est pas obligatoire désormais à partir du moment où il y a une action dans la surface avec un penalty. Vu que les mecs sont notés et évalués à chaque match et qui risquent de descendre ou de monter selon leur performance, j'imagine qu'il y a des trucs éliminatoires ou des critères, des points, des choses comme ça, mais c'est dommage, surtout qu'on en parlait juste avant l'enregistrement. Mais Rennes, 5 minutes plus tôt, se plaint d'une situation extrêmement similaire où Zouma touche le ballon de la main dans la surface. Il n'y a pas de VAR, ouais. Et ça zappe, en fait. C'est plus ça c'est même pas le truc d'injustice, parce que nous, que Rennes gagne ou pas, que Chelsea gagne ou pas, on n'a pas vraiment de. À part si c'est un pari, on n'a pas vraiment d'intérêt à ce qu'une équipe gagne l'une ou l'autre. Mais c'est dans le. Enfin, d'avoir l'impression d'avoir un petit peu de logique et de fil conducteur dans le sport que tu regardes. Et c'est comme dans n'importe quel truc que tu regardes, à partir du moment où les règles sont floues, où tu comprends pas pourquoi d'un moment à l'autre ça change, bah t'as du mal à t'intéresser autant à ce que tu regardes. Et ça, c'est. Et d'ailleurs, par rapport à ce qui s'est passé lors de Leipzig-PSG, puisque Paris concède un penalty en deuxième mi-temps avec une main de Kimpembe dans la surface de réparation, donc comme d'Albert. Mais Kimpembe aurait dû prendre, si on prend ce qu'a fait l'arbitre contre Rennes, et contre d'Albert, donc l'arbitre lui met un carton pour une main qui ne semble pas volontaire quand tu le vois à la VAR. A priori, Kimpembe aurait dû prendre son deuxième carton à ce moment-là, et il ne l'a pas pris à la 56e ou 57e minute. Ouais, mais il l'a pris d'une belle manière. Il a pris d'une très belle manière dans les dernières minutes. On n'en a pas parlé, mais bon, on en reparlera des absents du PSG, mais bon, ils se sont. On en parlera peut-être dans 3 semaines, puisqu'il sera suspendu. Ouais. Alors, même avant 3 semaines, non, parce que les matchs s'enchaînent. Je sais même pas combien de temps il va être suspendu et pourquoi. Enfin, c'est quand le prochain match en fait de Ligue des Champions? C'est pas la semaine prochaine, la prochaine journée? Non, dans 3 semaines. Ah, il y a une trêve entre-temps. Ah d'accord. Moi je pensais que les 6 matchs s'enchaînaient, j'étais complètement. Non. Trêve internationale, retour du championnat, et ensuite les 3 matchs en 3 semaines, la phase retour à partir du 24 novembre. T'es au courant, Raphaël. J'ai fait une paga là. C'est vrai qu'il y a une trêve internationale qui arrive. J'avais complètement oublié cette. Il manquait l'accent quand même. Ouais, non, c'est vrai. Ce qui me rendrait beaucoup plus sympathique. Oui, mais si les gens savaient qu'on a quand même eu ce débat du calendrier avant d'enregistrer, les gens te trouveraient beaucoup moins sympathique. Parce que Florent nous a annoncé le calendrier hors antenne à peu près 1 minute avant d'enregistrer. Ouais, j'étais pas attentif à ce moment-là. Non, mais j'allais faire un parallèle assez improbable, c'est que je parlais des règles tout à l'heure et du semblant de cohérence, et ça me faisait penser à ce que j'avais lu notamment dans un article de The Ranger et sans doute de Jason Conception, qui est parti d'ailleurs depuis, enfin bref, peu importe, je raconte ma vie, qui écrivait que toutes les œuvres, et notamment les œuvres de science-fiction ou de fantasy comme Game of Thrones, sont intéressantes à partir du moment où il y a des règles et une logique et une cohérence. Et c'est pour ça d'ailleurs que les dernières saisons sont complètement nulles. Et là, dans les derniers matchs récemment, on en a vu pas mal. Christophe, toi qui en as vu plein, le nombre de fois où dans un match ou d'un match à l'autre, dans le même championnat ou pas d'ailleurs, on ne comprend pas ce qui est appliqué et applicable, ça devient quand même assez conséquent ces derniers temps. Oui, je dirais juste une chose, si c'est flou, c'est qu'il y a un loup, et que, phrase très célèbre de la mère de ma ville. Et oui, donc simplement, j'ai toujours pris le parti, pas grand chose à rajouter, mais pris le parti de partir du principe que l'arbitre se trompe, il se trompe. Moi, parfois, je dis n'importe quoi dans ce podcast. Voilà, tout le monde fait des erreurs. Mais quand tu as un outil de vérification et que tu te trompes, ça peut ouvrir la porte à des soupçons de malhonnêteté. Enfin, moi, en tout cas, quand je vois certaines décisions,
je suis suspicieux alors que je ne l'étais jamais auparavant parce que je partais du principe que tu pouvais être soit incompétent, soit enfin voilà, qu'il soit pas dans un bon jour, soit tu regardais ailleurs, soit enfin voilà, il y avait plein d'explications qui pouvaient justifier des décisions même qui s'accumulaient d'un côté ou d'un autre. Là, quand tu as une vérification et que tu vois ça, mais cet exemple-là, mais il y en a des dizaines d'autres. Hein, je veux dire, chaque semaine ou presque, il y a des clubs où tu te parfois les mêmes, parfois différents, où tu comprends pas trop ce qui se joue. Ça m'interpelle et ça fait naître en moi un soupçon qui n'avait jamais eu cours auparavant. Donc c'est un peu dommage. Ouais, en plus, ça rend pas du tout les arbitres plus. Enfin, je sais pas. Ça devait les protéger, je trouve que ça les protège pas du tout. Notamment parce que le fonctionnement des règles n'a pas été adapté aux nouvelles donnes de la vidéo. Bon, passons au troisième match des clubs français. C'est la défaite 3-0 également. Ah non, on a quelques questions, pardon, sur Rennes. Tiens, Flo, je vais rester avec toi. Notamment une question de Joris Grognon, qui nous dit, il est pas dans son assiette, Joris, il nous dit « Tout pue la merde et le foot est mort, c'est acté ». Du coup, c'est pas une question. C'est pas une question. Il y a la suite, je voulais la Ah. suite. Peut-on néanmoins ressortir des motifs d'espoir des quelques bonnes phases du Stade Rennais, ou le match était-il trop bizarre pour ça? Non, mais on en a parlé. Il y a des séquences. Moi, j'ai beaucoup aimé la mi-temps. On peut pas dire le match du coup, mais la mi-temps de Bourigeaud. Je l'ai trouvé intéressant. Je le trouvais déjà intéressant dans la moitié de terrain adverse. On en avait parlé une fois par sa capacité à devenir, à être ce relayeur capable de devenir ailier pour centrer, etc. Je trouvais une versatilité, une polyvalence, pardon, plutôt intéressante. Et là, le voir prendre des initiatives en décrochant très bas, en prenant en main la relance, là aussi, c'est quelque chose que je ne lui connaissais pas auparavant. Surtout le faire en Ligue des Champions. En même temps, c'est la première fois qu'il joue en Ligue des Champions. Enfin, c'est sa première saison. Donc, non, vivement le retour de Camavinga, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui manque par sa capacité à absorber la pression. Et après, le boulot de Stéphane, ça va quand même être de trouver, je parle pour la Ligue 1, quelqu'un ou quelque chose pour apporter un peu de percussion et un peu de différence individuelle dans les 30 derniers mètres. Parce qu'on voit au niveau supérieur que c'est cruellement ce qui manque à cette équipe aujourd'hui. Sachant qu'on a vu le match de Ligue 1 ensemble ce week-end, Florent, face à Brest. Brest n'était pas trop venu jouer au foot pour une fois. Rennes arrive quand même à se créer des situations. Mais au final, c'est 2 buts sur coup de pied arrêtés. Même si parfois, ça reflète pas forcément le scénario du match. Il y avait quand même, je trouve, une sensation de stagnation qui confirmait un peu les dernières semaines où quand tu perds Kamavinga et que tu perds Nzonzi, ou enfin, en tout cas Kamavinga, je vais pas dire que ça tourne en rond, mais il manque quelque chose et je sais pas s'il manque uniquement Rafinha, mais dès que Guirassy est un peu moins bon dans le jeu en déviation, en remise, j'ai l'impression que cette équipe perd pas mal d'armes et de sa créativité et qu'en fait ça devient un peu stéréotypé. Ouais, elle perd enfin, dès que Guirassy baisse de rythme, elle perd forcément le point d'appui qui va être capable de mettre de la vitesse dans le jeu en créant des situations où il y a un joueur qui va pouvoir arriver lancer derrière. Donc ensuite, il n'y a plus que les combinaisons sur les côtés. Et pour ça, il faut vraiment des côtés qui fonctionnent. Et les deux ne fonctionnent pas à plein régime aujourd'hui, quoi. Ouais, D'ailleurs, j'aime bien l'idée que Raphaël ait dit que Werner était plus rapide que d'Albert sur 2 mètres. Je pense que Werner est plus rapide que d'Albert sur à peu près tous les mètres que tu peux mettre devant. Et qu'au plus le chiffre est grand, au plus la différence sera visible. Ah, ouais, je pense qu'au contraire, sur du fond, peut-être que ça se tasse, tu vois, la différence. Alors que sur Oui. des courtes distances, l'écart est plus grand. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Flo, tu parlais de Guirassy, du point d'appui. Je pense aussi que le fait d'avoir perdu l'ailier gaucher titulaire et Rafinha qui était quand même d'un autre niveau que Del Castillo, ça t'enlève une possibilité d'appui, puisque c'est plus difficile quand t'es droitier de venir t'appuyer sur l'attaquant de façon diagonale que quand t'es gaucher. Et ça, c'est quand même dommage. Alors, tu l'as remplacé par Doku et peut-être qu'à long terme, ce sera une meilleure solution. Mais finalement, tu n'as plus que des droitiers et Del Castillo qui est gaucher, mais qui peut-être pour le niveau Ligue des Champions, enfin là, d'ailleurs, Del Stéphane a commencé sans lui, a préféré mettre Gbo et pas prêt. Et du coup, ça te limite dans les options de passe et les angles de passe. Voilà. Une dernière question et qui va nous faire la transition vers le match de l'OM, Florent. Est-ce que Rennes et l'équipe française est la moins ridicule en Ligue des Champions cette année? Une question de Grande Bielsa tiré Botman.
En fait, sur ce match face à Chelsea, ils l'ont pas été. Le match face à Séville était quand même beaucoup, beaucoup plus compliqué. Mais tu peux rétorquer qu'il y avait quand même, Rennes qui va à Séville sans Nzonzi Kamavinga, c'est le PSG qui va à Leipzig sans Neymar Mbappé, quoi. C'est pas, c'est pas le même poste, mais au niveau de l'importance dans les deux équipes, je pense que c'est un petit peu la même chose. Donc tu peux leur trouver cette circonstance atténuante, mais je trouve pas Rennes ridicule en Ligue des Champions cette saison, ou en tout cas beaucoup moins que l'Olympique de Marseille. Par rapport à Paris, je pense que c'est plus dur de juger, mais Paris, en effet, il y a cette déception d'une équipe dont tu attendais par rapport à sa position dans le chapeau et sa position dans le groupe, qu'elle le domine et qu'elle soit devant. Aujourd'hui, après 3 matchs, pas forcément avec un sans faute, mais ce qu'a fait Rennes sur ces 3 premiers matchs, finalement, c'est juste de la logique, même s'il y a la déception de ne pas avoir battu Krasnodar en ayant dominé le match. Mais Rennes n'a pas déçu là où, Rennes n'a pas été en dessous des attentes là où Paris et Marseille l'ont été assez largement, je pense. Ouais, de toute façon, l'objectif, ce sera de battre Krasnodar au retour pour aller jouer à la Ligue Europa. Je pense que c'est ce qu'il faut garder de cette phase de poule pour Ce Rennes. qui sera pas forcément gagné d'ailleurs vu ce Ouais. que fait Krasnodar à Séville ce soir. Heureusement que Krasnodar, qui mène 2-0 et qui se retrouve à 11 contre 10, perd ce match pour Rennes. Ouais. Sinon, c'est très compliqué parce que ça t'aurait obligé à prendre des points ailleurs en plus de battre Krasnodar a priori. Ouais. Donc, Porto-Marseille, Flo. Christophe n'a pas regardé le match. Enfin, il a regardé 5 minutes, il a pas tenu. Il a pas tenu, ouais. C'est ça. Ouais, non, ça m'a énervé et j'avais pas envie d'être énervé, donc j'ai arrêté. De mon côté, il était hors de question que je regarde un match de l'Olympique de Marseille cette saison. D'ailleurs, je compte passer l'année sans le faire. Mais je me suis rabattu sur Liverpool-Atalanta, c'était plutôt pas mal. Mais d'ailleurs, même ma chienne en est déçue. Mais restons sur Porto-Marseille, victoire 3-0 des Portugais, Flo. Et on aurait pu imaginer la victoire portugaise dès les premières minutes parce que le Marseille a été désorganisé dès le coup d'envoi. En fait, ouais, je pense que l'action du premier but est la plus marquante, qui intervient donc dès la 4e ou 5e minute, je crois, cette action. En gros, c'est un peu la première séquence de défense, entre guillemets «placée» de l'OM, si on peut qualifier ça comme ça. Mais au départ de l'action, on voit Thauvin qui revient défendre sur le côté, puisque la balle est dans le pied, je crois, du latéral adverse, ou en tout cas d'un joueur de Porto qui est couloir gauche. Donc Thauvin revient, et là on voit, si on fait un screen à cet instant précis, et je le dis parce que je l'ai fait le screen, on voit une sorte de 4-4-2 qui se dessine côté marseillais. Et on se dit bon, ok, alors c'est pas forcément la position définitive, parce que tu sens que Thauvin fait l'effort à ce moment-là pour combler un espace, mais c'est peut-être pas lui qui doit le combler. Mais bref, ça forme un 4-4-2 avec Thauvin, Rongier, Camara et Sanson au milieu, Payet et Benedetto devant, et derrière la ligne de 4. Et en fait, donc Thauvin vient stopper la progression de Porto dans le couloir, le joueur de Porto joue en retrait, et là en fait tu vois Rongier qui ressort devant Thauvin pour aller sur le joueur qui vient de recevoir la balle, la passe en retrait. Et en fait, Rongier ressort comme s'il était dans un milieu à 3 classique, et en étant le relayeur qui va sortir et qui va essayer de faire remonter le bloc, le bloc équipe, tout simplement, derrière lui. Sauf que, en fait, de suite, le défenseur le voit venir et remet une passe dans le dos de Rongier et de Thauvin, une passe qui est dans le couloir. Et là, on rentre dans une situation où il va y avoir une première tentative de jeu intérieur de Porto, un dégagement totalement raté de Kaleta Tsar. Il y a du à toi, à moi, des ballons perdus, etc. Et finalement, il y a cette action où Alvaro, je crois que c'est Alvaro qui veut dégager, Sanson le contre, et ça crée le décalage et qui mène jusqu'au but de Marega. Tout ça pour dire que, en fait, je trouve que cette action symbolise quand même un des gros problèmes de l'OM, c'est que rentrer en 3e journée de Ligue des Champions dans un match déjà décisif, et donner une telle impression de désorganisation au bout de 4 minutes de jeu, c'est tout simplement pas possible. Et je pense que ça résume assez bien la campagne de l'OM en Coupe d'Europe cette saison.
Sur l'aspect tactique, on peut parler aussi je dis on peut parler, mais c'est parce que tu as préparé le podcast aussi avec moi et tu m'as donné tes idées de la pertinence du losange marseillais, notamment du joueur placé en tant que numéro 10 Payet, pas forcément sur l'aspect offensif, ce qui est surtout ce qu'on attend de lui, mais sur sa capacité à courir, parce que quand tu défends losange, il faut quand même un 10 qui court aujourd'hui. Et là, c'est pas le cas du tout, alors que sur le banc, tu as peut-être des options pour jouer à ce poste-là. Ça a donné quoi ce losange? Est-ce qu'on l'a vu souvent en phase offensive? Tu as dit que ça se replaçait en 4-4-2 en phase défensive. Comment ça s'est Pas articulé tout ça? forcément Comment, 4-4-2. comment ça s'est articulé tout ça? Non, mais c'était le 4-4-2, c'était vraiment une action, un truc ponctuel que je signalais sur le début de match. Marseille n'a pas défendu en 4-4-2 sur l'ensemble de la partie. Mais en fait, déjà, le problème du losange, il y en avait un, c'est est-ce que c'est pertinent de jouer en losange face à une équipe comme Porto qui est très très forte justement pour quadriller le jeu à l'intérieur. Parce que Porto a très bien su fermer les espaces. Un bloc très compact. Conceição fait ce qu'il avait fait aussi à Nantes. C'est un 4-4-2 très basique, mais tout le monde défend. Et c'est très compliqué d'avancer dans le cœur du jeu face à cette équipe. Et généralement, mieux vaut essayer de la contourner. À partir du moment où tu es en losange et où tu n'as pas d'ailier, je pense que c'est compliqué d'affronter cette équipe de Porto. Donc déjà, le choix du losange, là, il peut poser question. Et ensuite, en effet, la question des joueurs. Parce que Payet, tu parlais de l'aspect défensif, mais moi je vais plus parler de l'aspect offensif. C'est que quand tu es 10 dans un losange, et surtout face à une équipe qui quadrille bien à l'intérieur, il faut courir surtout pour se rendre disponible et être dans les bonnes zones et être entre les lignes pour pouvoir faire avancer le jeu. Et Payet a été incapable de faire ça. Les rares ballons qu'il a touchés, c'était hors du bloc adverse, donc pas entre les lignes, donc pas susceptible de faire avancer le jeu. Et en plus, quand il prenait la pression, il rendait beaucoup de ballons, les contrôles n'étaient pas assurés, enfin, c'était assez catastrophique. On est quand même sur un joueur qui est donc numéro 10, qui est censé toucher quand même pas mal de ballons et qui va terminer la rencontre avec 34 ballons touchés en sortant à la 65e minute pour être remplacé par Cuisance, et il y a Luis Enrique qui rentre aussi au même moment. Donc non, le match de Payet extrêmement problématique des deux côtés du terrain, et donc à la fois le losange pas forcément pertinent face à un tel adversaire, et dans un deuxième temps pas forcément pertinent avec Payet quand tu as sur le banc un Cuisance qui à mon avis peut courir 2 fois plus vu son passé en Allemagne et vu son âge et sa forme tout simplement du moment, en ayant je pense la même justesse technique et la même capacité à se mettre dans le sens du jeu et à jouer dans les zones où on attend normalement le numéro 10. Merci Flo. Je vais relancer Christophe avec une question de SPPP11. Pourquoi ce pseudo? Il pourra peut-être nous dire. Est-ce que l'OM n'a vraiment pas de joueur au niveau de la Ligue des Champions, ou est-ce que le coach n'y est pas au niveau de la Ligue des Champions? Et deuxième partie de la question, quel entraîneur libre pourrait faire progresser cette équipe? Mais en fait, c'est vrai que j'ai pas beaucoup vu ce match, mais j'ai vu les autres, malheureusement, à la fois en Ligue des Champions et en championnat. Et du coup, ça m'ouvre la porte pour une forme de coup de gueule, en fait. C'est-à-dire que, évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur les joueurs avec ballon, sur à la fois leurs initiatives individuelles et la manière dont ils sont cadrés, parce que tu peux toujours cadrer la créativité des joueurs, ceux qui n'ont pas forcément le cerveau ou les pieds, voilà, la lucidité pour faire vraiment des choix te permettant de faire avancer le jeu, bah, tu peux un peu leur imposer des circuits tactiques. Alors généralement c'est fait avec des joueurs de bon niveau mais pas de top niveau, parce qu'on estime toujours que voilà, un joueur qui est d'un très haut niveau prendra des meilleures décisions que des circuits répétés par les coachs, mais un Conte va tenter de le faire et le fait avec des joueurs d'un très bon niveau, mais sinon c'est plutôt dans des clubs type Sassuolo ou les clubs pris par Marcelo Bielsa que tu tentes un petit peu d'automatiser ces circuits-là. Mais ça, à la limite, c'est une chose, et j'ai du mal à vraiment savoir quel est le niveau des milieux marseillais, parce qu'il y en a beaucoup, je pense, qui sont tous globalement un peu au creux de la vague et qu'ils ont plus de qualité que ce qu'ils montrent actuellement. Mais à la limite, ça me gêne pas tellement. Enfin, t'as le droit de pas réussir, je trouve, à être, alors faut pas que ça dure non plus, mais à pas être toujours pertinent et dangereux sur des phases offensives, surtout quand tu dépends, alors pas que, mais quand tu dépends aussi de certaines inspirations, soit de Thauvin, soit de Payet. Ce qui me gêne plus, en fait, c'est qu'une fois que tu as identifié ça, parce que ça fait quand même quelques temps,
tu n'aies pas l'envie ou la possibilité, mais pour moi c'est une question d'envie parce qu'on en a déjà parlé ici. Quand tu arrives à ce niveau-là, tous les joueurs savent presser. Ils ont tous été chez les jeunes ou chez les pros mis dans les conditions de faire du pressing et 90% des joueurs professionnels ont la caisse pour presser. Je pense que Payet fait malheureusement partie des 10% actuellement, mais sinon tous les autres sont capables, pas forcément de courir comme des dératés, comme le fait Leipzig, comme le fait Salzbourg, comme le fait l'Atalanta, mais au moins d'avoir quelque chose de cohérent sans ballon. Et j'ai envie de dire que si tu n'es pas capable d'être super créatif avec le ballon et de l'amener de tes 30 mètres dans les 30 mètres adverses de façon cohérente, tu peux au moins disposer ton effectif, ton 11, de façon à ce que tu récupères le ballon dans des bonnes zones et que tu protèges ta partie défensive. Toi qui, pour l'un de nos bouquins, a bossé sur Saki, son boulot, c'était du tableau noir, mais en vrai, quoi. C'est-à-dire que ça comptait les pas, les mètres. C'était vraiment quelque chose de très précis que tu pouvais faire à vide et qu'ensuite tu reproduisais face à un adversaire. Et en fait, ce travail-là, je le vois pas et ça m'étonne beaucoup de la part d'un coach comme Villas-Boas dont on dit qu'il avait entre guillemets tout compris du foot très jeune et qui est plutôt un penseur. Voilà, c'est pas a priori un meneur d'hommes. Quand il a commencé sur ses rapports d'observation d'adversaires quand il était très jeune, il montrait une vraie compréhension des systèmes tactiques, des mécanismes de comment bousculer l'adversaire, puisque c'était son boulot, l'observation des adversaires à Porto. Et là, en fait, je m'étonne et je n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il a pas envie de le faire? Est-ce que les joueurs n'écoutent pas? Mais en fait, pour moi, je suis vraiment pas du genre à aimer donner des leçons au coach, mais là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment est-ce que tu peux ne pas faire une structure à peu près viable sans ballon et qui va de l'avant. Pour moi, rien que si t'avais déjà ça, je vais pas dire que ça réglerait tout, mais ça serait assez intéressant. Donc, est-ce qu'il veut pas le faire parce qu'il estime que aller trop de l'avant, ça serait pénalisant en Ligue 1 parce que les équipes vont pas toujours chercher à relancer court? Est-ce qu'il estime que ça en vaut pas la peine? Je ne sais pas. Mais là, ça donne une impression d'impréparation qui m'embête un petit peu, même beaucoup. Mais est-ce que t'as pas l'impression, en écoutant Villas-Boas avant et après le match et ses déclarations en conférence de presse où il dit ce qui est bien avec cette Ligue des Champions, c'est qu'elle va vite se finir, qu'il est en déglingue complète, comme l'homme nu sur la plage dans la vidéo commentée par Fabrice Lucchini? Oui, non, si, ben, ça donne l'impression on joue tous les 3 jours. Du coup, il y a un jour de récup, un jour d'entraînement et un jour où t'es déjà en prépa du match suivant. Qu'il a pas trop le temps de préparer les matchs et que finalement, ça ressemble presque à des impasses où en gros, je mets les 11 meilleurs joueurs sur le terrain, je les mets dans un système qui peut potentiellement bousculer l'adversaire. Et si tout le monde évolue à son meilleur niveau, bah c'est peut-être la meilleure formule, sauf que ça peut marcher quand t'es à la tête d'un très grand club et que ton 11 est meilleur que celui de l'adversaire. Et donc, a priori, si tu fais pas n'importe quoi, tu dois gagner, au moins tu feras un match nul. Quand t'arrives à valeur égale ou que t'es légèrement inférieur, si les mecs en face sont plus prêts avec leur plan A ou qu'ils ont plus bossé la manière de contrecarrer, parce que là, visiblement, le losange était quand même assez bien cerné et l'adaptation de Porto a été assez vite faite. Je vais pas dire qu'il reste rien, mais tu vas dépendre d'individualité. Si tes individualités sont pas bonnes, il reste pas grand chose. Donc ça me fait du mal parce que moi qui regarde d'avant tous les matchs pour voir un petit peu les idées de l'entraîneur et des plans de jeu et tout se traduire, là je comprends pas en fait. J'ai l'impression que ce sont des gens qui se découvrent un peu et qui improvisent des choses et puis la semaine suivante ils font autre chose. Et j'avoue que là-dedans, j'ai du mal à voir l'intérêt de Villas-Boas là-dedans. Ça veut pas dire qu'il faut le virer ou autre, mais si c'est pour faire ça, je veux dire, tu peux mettre à peu près n'importe qui. À part les phrases rigolotes en conférence de presse, ça changerait pas énormément. Marseille qui est une des 2 dernières équipes avec 0 points, puis il y a aussi on m'a dit comment le prononcer, Nicolas, notre ami Nicolas SCH m'a dit comment le prononcer, je ne sais plus, j'ai oublié, il faudrait que je relise ses messages. Donc je vais dire le FC Myth, et vous devinez le nom du club. Midtjylland qui présente la particularité de jouer en pointe avec Soricaba, qui était cataclysmique avec Dijon qui se maintient en barrage difficilement contre Lens. Rien que ça, j'ai envie de leur donner un point moral, parce que quand t'es amené à faire jouer un mec qui était totalement au fond du trou dans un club en bas de tableau de Ligue 1, c'est que t'as des ressources humaines qui ne sont pas parmi les plus impressionnantes du continent. Alors, je suis retombé sur le message de Nicolas et apparemment ça se dit Midtjylland ou Midtjylland. Donc voilà, vous avez au moins appris quelque chose. Qui est à 0 points aussi, mais qui a marqué un but. Je crois que c'est un but de Dreyer. Absolument. Qui n'est pas Mathieu Dreyer, l'ancien gardien, qui est peut-être toujours gardien d'ailleurs, je sais pas où il en est, mais qui est plutôt un bon joueur et qui avait été bon contre Liverpool. Donc quand j'ai vu qu'il avait marqué, ça m'a pas forcément étonné. Anders Dreyer.
qui a 22 ans et qui, pourquoi pas, on reverra en Europe à un niveau un peu plus élevé. Donc voilà pour l'OM. Je vous demande pas quel est l'objectif pour l'OM. Rennes, Ligue Europa, Paris, essayer de passer en 8e. Pour l'OM, on verra bien. Marquer un but. Me faire tenir 10 minutes devant un match. Non, mais je dirais même mieux. L'objectif pour eux, c'est d'être suffisamment intéressant pour qu'on parle d'eux. Mais en plus, ils jouent le soir où il y a les meilleurs matchs en concurrence. Tu vois. Donc, c'est-à-dire que ce soir, il n'y avait pas non plus beaucoup de matchs qu'on avait envie de regarder, à part ceux-là, à part les matchs des clubs français. Mais hier, il y avait énormément de bons matchs. D'ailleurs, on en a raté quelques-uns, donc c'était dommage. Question pour toi, Flo. Question de Simman99. Je sais pas si ça se dit comme ça. Est-ce que des équipes de Ligue 1 non qualifiées pour la Ligue des Champions, Lille, Lyon, Lens, Monaco. Alors, il y a un Lens qui s'est glissé là, grâce à son classement récent. Bordeaux, non, c'est pas vrai, aurait eu quelque chose à jouer dans les groupes de l'OM et de Rennes. Je pense que Lille-Porto, ça aurait pu faire une belle confrontation, je pense, parce que en termes de capacité à presser, de priver l'adversaire de jeu intérieur, tu aurais vraiment eu deux équipes capables dans ces domaines-là. Et je pense qu'il y aurait eu du répondant sur Lille-Porto, donc peut-être que Lille aurait pu un peu plus exister que l'OM dans ce groupe-là. Après, à part Lille, de toute façon, on va rejoindre ce qu'on avait dit par rapport aux équipes de Ligue 1 quand on avait fait des petits points en début de saison. Mais c'était Lille et Rennes qui semblaient avoir le plus d'atouts. Et je pense que Lille aurait pu exister dans des groupes de Ligue des Champions cette saison. Ouais. Bon, Je sais pas ce qu'en pense Christophe, mais ça me paraît. Lyon aurait fait mieux que Marseille, rien que sur le talent quand même. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à Lyon parce que ce n'était pas cité, je crois. Si, c'était les deuxièmes cités, mais après j'ai parlé de Lens. Donc, Ouais, non, mais enfin, Lyon, oui, parce que il y a cette habitude de la Coupe d'Europe. Je sais pas s'ils auraient été convaincants collectivement, mais en effet, il y aurait eu des joueurs qui auraient pu sortir l'équipe de certaines mauvaises passes. Mais collectivement et dans une équipe non habituée à la Ligue des Champions, je pense que Lille aurait pu faire quelque chose. A priori, Lille a le. Alors, je sais pas si ça va durer parce que c'est généralement. Enfin, c'était surtout face à des équipes de Ligue 1, mais le côté, on a une défense très solide et notamment une charnière au top en ce moment. Tu peux te retrouver à 0-0 à la 80e ou en tout cas dans des matchs où tu concèdes peu d'occasions et espérer que sur un exploit de Bamba ou autre, t'ailles marqué un but. Après, il y a quand même si les effectifs sont pas les mêmes, t'as l'exemple de la saison dernière côté Lillois où il y avait un petit côté Rennes. Ça jouait globalement bien et tu te faisais sanctionner sur absolument tous tes temps faibles. Là, je trouve que la gestion des temps faibles est meilleure cette saison du côté lillois, mais je sais, il y avait quand même ce risque d'une forme de naïveté qui aurait pu à nouveau se présenter parce que j'aime beaucoup Botman, mais je sais pas si au niveau Ligue des Champions il serait pas amené à plus souffrir qu'en Ligue 1 où il met des coups d'épaule à des gens qui valent dingue à 2 mètres à chaque fois. Est-ce que tu peux me donner, Christophe, le nombre de buts encaissés par Rennes par Lille en Ligue 1 cette saison après 9 matchs, sachant que Lille a joué Rennes, a joué Marseille et a joué Lyon? T'as les deux premiers sur corner et ils en prennent un à Lyon. 3. Non, il doit y en avoir un quatrième, il me semble. Ouais, ils ont pris 4 buts en 9 matchs. Le quatrième, je l'oublie, mais je l'ai. Mais oui, ils prennent des buts sur 4 matchs différents, à chaque fois un seul. Oui, à chaque fois ils font un partout d'ailleurs. Ils ont pris un but de Kasper Dolberg notamment. Ah oui, c'est ça. Mais tu vois, quand je vois la Ligue 1 actuellement et les équipes et ce qu'elles proposent collectivement, Flo, j'ai envie d'être provocateur et de me dire que Montpellier serait moins ridicule. Que l'OM ? Oui. Oui, je pense. Mais à ce moment-là, même Lens, ils ont 1000 fois plus de certitude que Marseille dans le jeu. Même Lens, sur ce qu'ils ont montré sur le début de saison, avec leur 11 de départ, ils ont plus de certitude. Il y a quand même pas mal d'équipes de Ligue 1 qui... Alors, même si Marseille a pris des points, ils sont malgré tout 5e. Je pense que Villas-Boas est très content de voir que son équipe, malgré les matchs de Ligue des Champions, a fait un sans faute depuis le début de la Ligue des Champions, puisqu'il y a eu un match reporté face à Lens. C'est peut-être son petit coup de pouce du destin. Et ensuite, il y a eu la victoire face à Bordeaux et la victoire à Lorient. Donc, je pense que Villas-Boas est très content, mais c'est vrai que collectivement, il y a quand même plus d'équipes de Ligue 1 convaincantes que l'OM si on sort de la seule lecture du résultat. Donc Montpellier, ouais, c'est peut-être un peu poussé, comme moi avec Lens, je pousse un peu, mais
Mais bon, pourquoi pas. Non, parce que je me dis, bon, Montpellier, sachant qu'ils ont un jeu très particulier avec des forces assez évidentes. Pas sûr, est-ce que ça peut pas embêter l'Olympiakos ou Porto sur un match? Je Mais sais le truc, c'est qu'on n'a aucune idée de si l'Olympiakos et Porto sont bons ou pas, en fait. On a l'impression, non, mais sincèrement, enfin, tu vois, on a l'impression que ce sont des équipes moyennes plus, quoi, celles qui terminent généralement troisième des groupes de Ligue des Champions, parce que le quatrième était totalement fracassé, mais que les deux étaient au-dessus du lot et qu'en gros, voilà, ça termine avec 5-6 points. Si vraiment le groupe est assez homogène, ça peut espérer terminer à la deuxième place. Si ça se trouve, on va retrouver l'une de ces deux équipes en quart de finale, et on se dira, ah oui, quand même, c'est pas mal. Mais c'est vrai que ces équipes-là sont suffisamment cohérentes pour que Marseille soit dominée au-delà du score, mais pas suffisamment impressionnante pour que tu te dises ah oui, finalement il y a peut-être vraie bonne équipe au-delà de ce qu'on voit, et que tu puisses plus avoir un sentiment d'humiliation que quand tu vois Séville balader Rennes et que tu dis oui, non, Séville, bravo quand même, c'est fort. C'est exactement ce que j'allais dire, donc merci Christophe. Voilà pour les clubs français. On va enchaîner rapidement, on a 4 matchs à évoquer à chaque fois 3 minutes peut-être, parce qu'après il nous reste les paris à faire, et après il faut qu'on dorme, notamment moi, qui a un rendez-vous très, très sympa chez le kiné à 8h du matin. Real Madrid-Inter 3-2, alors Christophe, on avait quasiment oublié de le citer dans notre conducteur, on a changé au dernier moment. Tu voulais en parler, j'ai vu la deuxième période en diagonale, on va dire. Est-ce que tu as vu l'ensemble du match et qu'est-ce que tu as retenu de cette victoire heureuse du Real? Ouais, en fait, ce que j'ai envie de retenir, c'est que, en fait, ça va être, mais c'est un fil conducteur de beaucoup de matchs, mais aussi ce qu'on a déjà évoqué, de ce qu'on évoquera par la suite. C'est l'aspect pressing sortie de balle qui conditionne la plupart des matchs de ce niveau-là. Ce qui est assez amusant parce que en Ligue 1, ça arrive, hein, et, au niveau des championnats. À l'étranger, c'est un peu plus le cas, mais c'est pas tout le temps, c'est pas tout le temps ce qui dicte les matchs. En Ligue des Champions, j'ai quand même très souvent l'impression que si tu arrives à presser, tu peux étouffer un adversaire et tu peux avoir des temps forts extrêmement longs et que ça peut dicter carrément le visage d'une mi-temps, et qu'à l'inverse, si tu arrives à sortir la balle face à ce pressing-là, tu vas te créer des occasions. Et c'est vrai que pour l'Inter, qui a toujours cette volonté de ressortir sous pression et de presser quand c'est dans le camp adverse, en première période, les ballons ne sortaient pas, donc l'Inter passait son temps devant son but, en gros, et peut en offrir. Alors, il y en a un qui est offert par Hakimi, mais on peut en offrir d'autres, notamment parce que Vidal, alors il est gentil, il amène son expérience, son agressivité. S'il pouvait amener ses pieds au passage, ça serait un peu mieux, parce que quand tu veux relancer sous pression avec lui et qu'il ne sait pas faire une passe, alors je dis pas que c'est facile, hein, mais à partir du moment où tu as ce projet de jeu-là, c'est mieux d'avoir des gens qui sont à l'aise sous pression, plutôt que quelqu'un qui est plus box-to-box et qui a jamais été le plus fiable dans ce registre-là, mais qui en plus ne l'est encore moins que du temps où il était à la Juve, qui en plus ne prenait pas autant de risques. Et c'est vrai que l'Inter a eu beaucoup de mal face au Real qui avait décidé de presser, contrairement au match face au Shakhtar notamment, où ils étaient restés inexplicablement sur un projet de jeu un petit peu plus réactif. Et quand enfin l'Inter a réussi à sortir les ballons en seconde période, du coup, t'arrives à le sortir, donc tu te retrouves dans le camp adverse. Même si tu la perds, tu restes placé haut. Et là, c'est l'inverse. Le Real n'a pas vraiment réussi à sortir de son camp. Alors bien sûr, c'est pas 45 minutes où la balle ne passe pas au milieu de terrain. On n'est pas quand même à ce niveau-là. Mais c'est vraiment ce côté domination d'un camp puis domination de l'autre. Et pourtant, tu vois pas tant de choses que ça qui changent en fait finalement sur la manière dont jouent les deux équipes. C'est simplement un peu plus de précision d'un côté quand t'as le ballon et que l'adversaire vient de chercher assez haut, et de l'autre un petit peu plus de réactivité sur on va dire ton temps de sortie au pressing, le nombre de secondes que tu vas laisser à ton vis-à-vis, etc. Et ce sont des mini détails qui font quand même beaucoup basculer le rapport de force. Après bon, le résultat du match finalement, c'est que le Real gagne 3-2 parce que donc l'Inter qui est mené 2-0 revient à 2-2, multiplie les balles de 3-2 et se fait prendre sur une transition parce que à jouer haut, malgré tout, si t'as un ou deux pressing ratés, tu peux laisser des boulevards. Et D'Ambrosio, qui là courait aussi vite que d'Albert, se fait avoir par Vinicius sans qu'il y ait trop match parce qu'il y a un différentiel de vitesse assez énorme. Vinicius qui sert Rodrigo qui marque. Mais c'est c'est un match où globalement, si tu mets les temps forts de chaque équipe, les deux se valent à peu près en temps. C'est simplement qu'une équipe a réussi à marquer dans son temps faible. Mais c'était à la fois assez intéressant et à la fois presque caricatural en fait. C'est-à-dire que tu peux avoir ce côté où c'est très lisible et toujours ta 150e sortie de balle depuis le gardien qui va passer latéralement avec 5 joueurs dans la surface.
face à un adversaire qui évolue, voilà, avec 5-6 mecs pareils qui sont autour de la surface prêts à presser. Quand ça fonctionne, c'est bien, mais c'est vrai que parfois tu perds un peu ce côté match vivant ou autre. C'est très mécanisé, mais c'était quand même un vrai choc de Ligue des Champions et un match important parce que le Real, en cas de défaite, pouvait se retrouver à peu près dans la même situation que Paris, avec un gros danger d'être éliminé, même si là aussi l'un des clubs qui pouvait s'échapper, le Shakhtar, ne l'a pas du tout fait et a relancé, même plus que relancé, Gladbach qui avait perdu des points sur les 2 premiers matchs dans les arrêts de jeu et qui là les a défoncés. À noter que Vinicius a fait une belle entrée et le mec est assez costaud mentalement parce qu'il a été, je pense, le sujet numéro 1 en Espagne pendant quelques jours après les déclats de Benzema, enfin les propos de Benzema rapportés à la mi-temps de je sais plus quel match. Tu me diras, Christophe, quel match c'était lorsque tu retrouveras, parce que j'ai un trou. Je crois que c'était le dernier, mais je t'avoue qu'il y a beaucoup de matchs que je vois et je mélange les clubs. Donc je ne sais même plus. Il y a beaucoup de matchs tout court de toute façon, mais en tout cas, Benzema avait dit à Mendy arrête de jouer avec lui, il joue à l'envers. Et puis là, il a été plutôt pas mal sur son entrée. Donc costaud le gamin. Ou alors il est toujours pas au courant. Et ça, ce serait c'était contre Gladbach, je me souviens, puisque je crois qu'ils se font quasiment pas de passe en deuxième, mais qu'au final ça revient sur des longs ballons des centres. Enchaînons avec le Shakhtar qui a une phase de poule invraisemblable, puisqu'ils ont commencé par un excellent match au Real où ils gagnent. Ensuite un 0-0 fade contre l'Inter, qui était un match horrible, qu'on a tous les 3 vus en plus, je crois, ce match, qui était vraiment nul. Oui. L'Inter peut le gagner avec 2 barres de mémoire, mais c'était pas un beau match de foot et le Shakhtar n'était pas trop décidé à jouer. Et là, ils prennent 6-0. Oui, ils prennent 6-0. Alors, pas m'amuser à redire ce que j'ai déjà dit sur le pressing, mais on connaît le contexte, on sait sur quoi les matchs peuvent se jouer. Là, le Shakhtar essaie de relancer et Gladbach, on sait presque tout le temps. Et là, le pressing permettait de récupérer les ballons. Donc, déjà ça, le Shakhtar non seulement n'arrivait pas à sortir, mais en plus les ballons récupérés, notamment, je crois que c'est sur le premier but de Plea, où c'est une grosse erreur défensive qui t'amène un but assez facile. Alors après, beaucoup d'équipes cherchent à jouer. Les gens qui n'ont pas vu, je les incite à voir le résumé de Ferencváros face à la Juve, où il y a 2 buts qui sont des passes vers le gardien et ça se passe pas du tout bien, et au final t'offre c'est même presque des occasions encore plus grosses que des penalties. Donc voilà, c'est pas unique à ce match-là, et le Shakhtar n'est pas la seule équipe qui cherche à jouer sous pression. Mais là-dessus, Gladbach n'a quasiment jamais été cassé par le pressing. Donc du coup, les joueurs techniques brésiliens, notamment du Shakhtar, n'ont jamais réussi à aspirer l'adversaire pour ensuite l'attaquer en profondeur. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, qui est quand même une thématique assez récurrente avec le Shakhtar, c'est que leur latéral qui s'appelle Kornienko, leur latéral gauche, ça va pas du tout. Alors je sais pas si Solomon qui est devant lui ne l'aide pas assez, si c'est un problème de compréhension avec son central gauche, mais honnêtement, c'est semaine après semaine l'un des pires joueurs que je vois en Ligue des Champions. Toutes les 5-10 minutes, il peut coûter un but. C'est très 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 problématique. Et là-dessus, Gladbach l'avait bien identifié. Il y a eu des vagues en permanence côté droit, soit avec Leiner, notre cher Leiner qu'on aime beaucoup, le latéral droit, qui fait notamment une passe décisive, soit Hoffmann, qui jouait une espèce d'ailier droit, qui lui aussi attaquait cet espace. En gros, t'avais cette possibilité de toujours passer au même endroit, et quand t'as un point faible aussi identifié et qui est pas corrigé, peut-être par manque de solution, mais voilà, le système ne l'absorbait pas, et qu'en plus t'arrives pas à mettre le jeu dans le camp adverse, du coup tu t'exposes à pas mal de soucis. Bon, en plus le Shakhtar lâche en seconde période, mais ça c'est un peu anecdotique. Et le dernier point à noter que je trouve assez intéressant, c'est que à la fois, il y a bien sûr cette volonté de courir de la part de tous les offensifs de Gladbach, de tenir un bloc assez haut, etc. Mais Thuram et Plea, et notamment Plea, sont 2 joueurs qui sont bons avec le ballon, mais qui sont ballon aussi, mais qui ont cette envie d'aller prendre la profondeur et qui sont pas maladroits une fois qu'ils la prennent. Et je trouve que c'est assez rare finalement. Il y a beaucoup d'attaquants maintenant qui sont capables de faire jouer, qui vont décrocher un peu pour que les ailiers prennent la profondeur à leur tour, mais juste de faire des appels dans le bon tempo, de courir vite, mais d'utiliser ta vitesse à bon escient.
Pour des bons joueurs de foot, pas des joueurs moyens qui seraient juste des sprinters, je trouve ça intéressant, et ça, on en revient un peu à ce qu'on disait il y a quelques semaines sur pourquoi pas Pléa qui pourrait être intéressant en équipe de France si jamais Kylian Mbappé reste un peu sur ce côté de meneur auxiliaire qui ne va pas la prendre. Ça peut être intéressant, je trouve en tout cas que ça rend le projet de Gladbach assez varié et plus séduisant que simplement on va aller embêter l'adversaire et beaucoup courir pour l'empêcher de jouer. Là, il y a une vraie capacité on va dire, à faire exploser le bloc adverse de plusieurs manières, sans forcément avoir besoin d'avoir cet ailier qui va prendre le ballon, fixer, essayer de gagner son 1 contre 1, mais on va dire rendre le jeu un peu plus statique. Là, il y a vraiment un vrai dynamisme, et le 6-0 repose aussi là-dessus, parce que cette équipe-là, une fois que ça commence à fonctionner, puisqu'elle va toujours aller prendre l'espace, peut se procurer pas mal de situations dangereuses. On continue la radio libre Kuchli avec le match entre le Zénith Saint-Pétersbourg et la Lazio. Match qui s'est terminé à 1 partout. Alors le jeu de la semaine, c'est à chaque fois de deviner le 11 de la Lazio. Alors j'ai l'impression que c'est l'équipe en Europe la plus touchée par le Covid. Je crois que c'est le cas. En tout cas de celle qui continue à jouer. Oui, voilà, de celle qui continue à jouer. Parce que là, le 11, donc, c'était Reina, Acerbi, Euth, Patric, Fares, Milinkovic, Parolo, Akpa, Akpro, qui titulaire en Ligue des Champions, Maruzic et Correa, Muriqi devant. C'est-à-dire que Luis Alberto n'était pas là, Immobilier n'était pas là, il y en a plein que j'oublie qui n'étaient pas là non plus. Lazzari, le sprinter du couloir droit, n'était pas là non plus. Qui n'était pas là, je suis sûr qu'il y a un central qu'on oublie qui doit être la BDF qui n'était pas là, il y a évidemment Strakosha qui n'était pas là, qui est le titulaire habituel, là c'est Pepreina qui était là. Et bon, en face il y avait le Zénith de Lovren, de Dzyuba, de Zirkov. Voilà, tu as 2 thèmes sur ce match, la Lazio qui joue quasiment avec son équipe bien en Ligue des Champions, et le Zénith qui joue avec des joueurs qu'on avait un peu oubliés. Ouais, déjà j'ai le bonus. Le bonus, c'est les numéros de maillot. Akpa Akpro qui porte le 92 puisque né en 92, Fares le 96 puisque né en 96, et Muriqi le 94 puisque né en 94. Donc voilà, la Lazio. 77 parce qu'on est en 77 avec sa tête. Ah non, pas du tout. Mais c'est voilà, c'est un truc assez original. Mais par contre, le 25 de Pepe Reina, ça pourrait coller. Mais non, ouais, la première chose, c'est de dire que la Lazio continue à essayer de jouer dans l'espace sur des contre-attaques, mais parfois presque trop. Alors, j'en conviens, c'est pas facile. Là, ils jouent avec une équipe bis ou remaniée selon les semaines. Là, il commence à y avoir des retours, mais c'est pas la meilleure équipe. Mais c'est vrai qu'ils ont pas mal subi, mais ça reste très dangereux en transition. Donc il y a eu un partout avec une égalisation de Caicedo en fin de match. Mais là, tu vois, bon, Muriqi en pointe, c'est gentil, mais je pense que si t'as Immobilier, c'est pas forcément le même match. Pareil avec Paak Pro, où il se défend, à ma grande surprise, à ce niveau de compétition. Maintenant, c'est à Luis Alberto, pareil, c'est pas le même match. Mais j'ai envie de dire que peu importe le contexte, cette équipe qui en plus a marqué 2 buts dans les arrêts de jeu sur la journée précédente en Serie A pour l'emporter, garde une certaine force mentale et une capacité à être très forte sur ses forces. Et la deuxième chose, alors c'est anecdotique, mais puisque j'ai vu le match, autant dire quelques mots, c'est que j'ai été surpris, étonné, amusé de voir à la fois Zirkov jouer au foot, mais comme je le disais à Florent, vu que je suis persuadé, à tort puisqu'il avait 26 ans, mais qu'il était arrivé à Chelsea à 29 ans, le voir encore au plus haut niveau 11 ans plus tard de mémoire. En fait, j'ai l'impression qu'il a la quarantaine, alors que non, il a 38, ce qui est, ou 36 je crois, je ne sais plus. Mais il est vieux, surtout pour un ailier. Ouais, 37. Il est pour un ailier qui a été latéral, enfin voilà, un joueur de couloir. C'est le Joaquin russe. Mais c'est ça, voilà. Il vieillit bien, mais il a pas non plus 50 ans. Mais c'est vrai que je le vois encore plus vieux qu'il n'est. Mais non seulement il a toujours son dynamisme, où là, il se rapproche d'un Joaquin, même s'il est plus, enfin, il est un tout petit peu dans la percussion, il est un petit peu plus dans le contrôle. Par contre, toujours le même pied, toujours la même qualité de centre. Et il y a un move qu'on a souvent vu, alors c'est pas non plus toutes les 30 secondes, mais le centre, donc je crois qu'on doit dire Zirkov, du coup, mais de Zirkov pour Dzyuba, et c'est 4,40 m de haut. Et là-dessus, j'ai envie de dire que si le Zénith avait encore plus insisté là-dessus, je pense que la charnière de Lazio, qui a beau, enfin ils sont 3, mais si tu cumules les talents, ils sont peut-être que 2, parce que en dehors de la Serbie, je suis assez peu convaincu par les 2 autres, Patrick et Euth. Ça aurait pu, je pense, ça aurait pu être encore plus dangereux. Là, le but vient de duel aérien gagné par Dzyuba. En tout cas, c'est un truc assez old school qui m'a fait marrer, le côté espèce d'ailier qui va centrer sans forcément chercher à déborder, et le grand gaillard devant qui va prendre tous les ballons de la tête. Et je vais pas dire que tu peux gagner un championnat ou une compétition uniquement avec ça,
mais c'est un truc qui doit être très difficile à défendre, je trouve, pour les équipes, parce que finalement, c'est une problématique qui se pose assez peu souvent, ne serait-ce qu'avoir un Djouba qui doit faire 2 mètres, d'avoir ça à affronter, à partir du moment où tu fais 1m80 ou 85, il faut être capable de ruser, de marcher sur les pieds de l'adversaire, de tirer un peu le maillot, de faire des choses comme ça, parce qu'au bout d'un moment, tu peux mettre tous les plans tactiques que tu veux en place, les centimètres ne mentent pas. Bon, et la Lazio, qui malgré tous ses absents lors des 2 derniers matchs, est deuxième du groupe avec une victoire et 2 matchs nuls, et j'espère qu'ils se qualifieront parce que c'est une des meilleures équipes de contre d'Europe, et dans le sens vraie équipe de contre, c'est-à-dire que c'est pas une équipe qui va presser haut pour récupérer le ballon et marquer en 3 passes, c'est vraiment une équipe qui va te laisser venir dans son camp, qui va en 2-3 passes, mais plus longues, faire du Milinkovic, Luis Alberto, Immobilier. Bon, là, il n'y en avait que 1 sur 3, donc c'était plus compliqué, mais le match contre Dortmund, ils avaient massacré Dortmund dans la profondeur. Il y a souvent des équipes qui se font massacrer par la Lazio dans la profondeur. Il me semble que je ne sais plus si c'était l'Atalanta ou la Roma l'an dernier ou Sassuolo, je ne sais plus, qu'on avait pris 3 ou 4 comme ça. Bon, la Dortmund en avait pris 3 du match le 20 octobre. Et ils avaient vraiment énormément souffert face au contre de la Lazio. Il y avait même Jean-Daniel Akpa-Akpro qui avait marqué. Qu'on ne connaissait pas forcément comme un mec capable de marquer en Ligue des Champions. Voilà pour les matchs du CUCH. Un petit mot du match que j'ai vu Atalanta-Liverpool, parce que je viens d'en parler. Victoire 5-0 de Liverpool, qui a fait complètement éclater l'individuel de l'Atalanta. Gasperini ne change pas sa manière de fonctionner, mais Christophe, toi qui vois comme moi souvent l'Atalanta, et Flo d'ailleurs aussi, il suffit d'imaginer les 3 défenseurs de l'Atalanta faire du 1 contre 1 contre Salah, Mané et Jota à l'intérieur du jeu. Et de vous dire que quand il y avait vraiment un décrochage dans des joueurs de Liverpool, il y avait des joueurs de l'Atalanta qui les suivaient très haut et que les autres restaient plus bas. Voilà. Bon, imaginez la suite du match. Et c'est à peu près ce qui s'est passé pour l'Atalanta. Mané a été bon, Jota a été très bon, et là il se met clairement en concurrence avec Firmino pour les prochains matchs parce qu'il amène beaucoup de verticalité et une capacité à finir de belles actions. Je sais pas si tu as vu les buts, Christophe, parce que j'ai pas mal. Absolument, j'ai vu tous les buts de cette Ligue des Champions, donc ils sont très jolis, il y a vraiment de beaux enchaînements, surtout ces 2 premiers. Ouais, bah oui, le deuxième où t'as l'impression que son contrôle est trop long, et puis un peu comme Werner, il va tellement vite sur 2-3 mètres que derrière il enchaîne et il met une belle volée. Voilà. Salah a été bon aussi. J'ai vu une question passer, je ne sais plus de qui demandait si Salah, qui est très bon depuis quelques temps, est-ce que c'était lié à sa perte musculaire? Bon, je pense que vous connaissez la vie de vue du banc. Et oui, la réponse est oui. Même si j'ai pas de preuves pour l'affirmer, mais visuellement, ça semble assez évident que le mec est un peu moins costaud d'épaule qu'il y a 2 ans ou il y a 1 an et demi. D'ailleurs, ça marche plutôt bien. Donc voilà pour le groupe D, qui est un des groupes les plus sympas. Parce que certes, il y a Liverpool, l'Ajax et l'Atalanta, mais Midtjylland est pas mal non plus. Bon, ils ont des moyens beaucoup plus limités, mais ça ferme pas le jeu et ça essaie de faire des choses intéressantes, même si tu l'as dit, Christophe, là, tu as l'avant-centre et Sorikaba. Donc forcément, ça te bloque un peu. Et là, l'Ajax et l'Atalanta sont à 4 points tous les deux, sachant qu'il y a eu 2-2 lors du match entre les 2 équipes. Match que tu conseilles d'ailleurs, que tu as revu après l'enregistrement. Alors oui, je l'ai vu. Oui, j'ai vu pas mal de matchs la semaine dernière, donc je suis un peu. Oui, il y avait une intensité assez dingue, c'est-à-dire que les 2 équipes essayaient de jouer en multipliant les passes en 1-2 touches de balle, et en même temps elles se pressaient de manière très individuelle. Donc c'était un peu n'importe quoi, mais n'importe quoi dans un sens génial. C'est-à-dire on parle souvent des matchs Klopp, Roger Schmidt de l'époque où c'était pressing contre pressing, mais là c'était pressing contre pressing et tu rajoutes qualité technique et circuit de passe. Donc c'était un peu plus sympa, mais c'était aussi rythmé. Je pense que c'est un des matchs les plus rythmés qu'on a vu depuis la reprise, en tout cas que j'ai vu depuis la reprise. On parlait des baisses physiques de certaines équipes, notamment du PSG. Alors apparemment le Salzbourg-Bayern est à voir aussi. Le Salzbourg-Bayern de cette semaine, qui finit à 6-2, mais apparemment énorme première mi-temps de Salzbourg. Donc si vous avez des matchs à revoir, on va sans doute se coller devant dans la semaine. Voilà les petits conseils de notre part. Messieurs, est-ce que vous avez encore un mot à dire sur la Ligue des Champions, où on peut ramener Flo à la vie et partir sur les paris? Moi, j'ai juste un mot pour dire, parce que je suis obligé de faire mon propre service après-vente, qu'il y a eu 2 buts en une passe après des corners. Donc buts pour l'équipe adverse, à la fois à Liverpool, donc pour Liverpool face à l'Atalanta, et le but dramatique pris par Manchester face à Başakşehir, qui est quand même un truc assez lunaire avec des screenshots qui tournent de l'image juste avant la passe. Mais voilà, 2 sur la même journée Ligue des Champions, je suis assez satisfait de mon avis qui continue à être... J'en ai même vu d'autres, mais ça doit être sur la Ligue Europa ou autre. Mais voilà,
toujours méfiez-vous quand vous avez un corner, ça n'amène pas forcément de but en votre faveur. Franchement, Christophe, je vois Thomas Gronemark, le coach danois, a trouvé un créneau dans le foot en entraînant les touches. Je pense que vraiment, tu pourrais trouver un créneau dans le foot en allant voir des équipes, en leur disant voilà comment vous placez sur les corners offensifs. Parce que c'est vrai que je pense qu'il y a plus de buts encaissés sur corner offensif que marqués ces derniers temps. J'ai vraiment l'impression. De but, je sais pas, mais de situation de 2 contre 2 que des équipes sont totalement incapables de se procurer en construisant le jeu et elles offrent des trucs qui n'arrivent jamais, en fait, c'est une espèce de truc hors du temps. Je me demande si Leeds en prend pas un aussi face à Leicester. Enfin, en tout cas, je regarde tous les des clubs européens et donc bon, je mélange un peu, mais j'en ai vu d'autres dans d'autres championnats où des trucs assez lunaires, des 3 contre 1. Enfin, alors il y a déjà des spécialistes, c'est Nicolas Jover qui exerce du côté de Manchester City, mais c'est vrai qu'il y a des vrais. Enfin, je me pose vraiment des questions sur ce que tu es prêt à concéder pour espérer marquer sur un corner, ce qui arrive, mais ce qui est, enfin, t'as des taux de réussite extrêmement faibles. Donc ouais, ça reste un grand mystère du foot pour moi, qui sera peut-être un jour résolu, ou peut-être que je resterai seul dans mon combat, mais je ne baisserai pas les armes, au contraire. Et je lisais tout à l'heure un tweet de Sidlo, le rédacteur, le journaliste du Guardian, qui disait qu'à la télévision espagnole, sur le but encaissé par Manchester contre Başakşehir, donc sur le corner où il n'y a pas de couverture, parce que le joueur de Manchester le plus reculé est 15 mètres dans la moitié de terrain adverse, le consultant ou commentateur espagnol, je ne sais pas, a dit « c'est rare de voir un but de la sorte au niveau professionnel ». C'est pour situer à peu près la surprise des gens spécialistes du milieu qui ont vu ce but-là. Si vous l'avez raté, on vous conseille d'aller le voir. Je pense que vous le trouvez facilement sur Twitter. Il est assez légendaire. C'est peut-être le pire encaissé récemment sur corner offensif. Et je crois que c'est Matic en couverture. Donc déjà, s'il avait 15 mètres d'avance, je sais pas si ça passait. Alors s'il a 15 mètres de retard, c'est compliqué. C'est vrai qu'en général, les joueurs en couverture, c'est plutôt des latéraux. C'est plus Walker, ouais. Donc voir Matic couvrir, ça. Mais je pense que il aurait été à la médiane, ça aurait peut-être pas changé grand-chose. Voilà pour les matchs de Ligue des Champions, et on va passer donc au pari avec notre partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris avec PMU.fr, est-ce que tu es toujours là, Florent ? Oui, c'était très dur par contre. Mais ouais, c'était très long. Moi, je suis sûr que tu as fait autre chose entre-temps. Christophe, d'abord une question. À ton avis, sur quel match Flo va parier ? Sans tricher, je sais qu'il l'a posté, mais essaye d'oublier. Et à ton avis, sur quelle équipe il va parier ? J'ai vraiment pas triché, je dirais une défaite de Bordeaux. Pas une défaite, mais c'est pas loin, Flo. Ouais, mais bien lancé. Oui, donc c'est Bordeaux-Montpellier samedi 17h. Et bah, tout à l'heure, Raphaël, tu mettais en avant la qualité de Montpellier, ou en tout cas le fait que ce soit une équipe qui est un projet très clair et qui le répète semaine après semaine. Pour le coup, la semaine dernière, ils ont un peu changé. Après, je crois, 4 matchs sans victoire, ils ont changé de système. Je crois qu'ils étaient en 4-3-3 de leur dernier match qui les a vus gagner à Saint-Etienne, il me semble. Et là, donc, ils se déplacent à Bordeaux avec deux choses importantes. Enfin, une chose importante d'ailleurs, c'est le retour de TJ Savanier, qui avait subi et qui avait dû passer 2 matchs sur la touche après son carton rouge reçu face à l'AS Monaco pour une belle petite agression sur je ne sais plus qui. Donc l'idée, c'est que, ayant vu Bordeaux depuis le début de la saison, ayant vu Bordeaux face à des équipes qui savent un petit peu attaquer, ou en tout cas qui ont des circuits de jeu plutôt intéressants et collectifs, et ayant vu Bordeaux aussi qui dépend surtout sur le plan défensif de la solidité de sa charnière et de la capacité d'un joueur comme Koscielny à repousser les nombreuses actions qu'il doit repousser, parce que devant lui, la première ligne arrête rien et la deuxième ligne arrête très peu de choses, donc forcément les défenseurs sont amenés à avoir des choses à faire, sauf que face à Montpellier, il devra faire face, Koscielny et son partenaire de la charnière centrale, à un duo de Laure Laborde qui fonctionne quand même très bien, et qui, s'il arrive à être trouvé par leurs partenaires, est capable de faire assez rapidement des différences. Du coup, l'idée, c'est de partir pas forcément sur une victoire de Montpellier, mais sur le fait que Montpellier va marquer 2 buts ou plus dans ce match face à Bordeaux. Ils avaient démarré fort la saison avec des victoires 3-1, 4-1, je crois, face à des adversaires comme Angers ou Nice, il me semble, je ne sais plus, mais il y a eu quelques jolis scores en début de saison. Il y a eu ce petit passage à vide avec la suspension de Savanier aussi.
Et je me dis que là, face à Bordeaux, ils vont peut-être pouvoir retrouver un certain allant offensif et une certaine efficacité. Donc Montpellier qui marque 2 buts ou plus face à Bordeaux, c'est coté à 2,70. Merci Flo, j'étais en train de regarder les paris que tu avais fait la semaine dernière pour malheureusement dire que tu avais fait un 0 sur 2 parce que Son n'avait pas marqué contre Brighton et Angers n'a pas du tout battu Nice. Donc ça n'a pas fonctionné. Non. Ton deuxième pari, c'est sur Leicester Wolves. Leicester qui marche très très bien et d'ailleurs tu mises un peu sur ça. Ouais, qui marche très très bien. Ils sont sur 4 victoires d'affilée, dont 2 en Coupe d'Europe. Et surtout une très très belle victoire face à Leeds. Et une victoire incontestable. Leeds avait jamais été aussi dominé cette saison et n'avait, même face à Liverpool ou face à City, ils n'avaient jamais aussi je vais y arriver, aussi impuissants. Donc voilà, grosse impression de Leicester lundi soir. Et du coup, face à Wolverhampton, qui est une équipe qui fait ses matchs, mais qui n'a pas grand-chose de convaincant sur cette saison, qui ne montre pas grand-chose de très convaincant. Je me dis que Leicester peut continuer sur sa lancée, et en espérant aussi un but de Jamie Vardy, puisque le pari, c'est le but de Vardy et la victoire de Leicester, coté à 3,30. Voilà, Vardy qui fait aussi son très 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 gros match face à Leeds. Donc j'ai pas beaucoup plus d'arguments que la dynamique de Leicester, le fait qu'il semble lancé, que ça a l'air de très bien fonctionner. Alors même si, face à Wolverhampton la saison dernière, ça a fait 2 fois 0-0, mais je me dis justement que Vardy voudra remédier à ça et planter son petit but pour permettre à Leicester de s'imposer. Et donc c'est à 3,30. C'est ça. Christophe, toi de ton côté, tu avais réussi un pari la semaine dernière, est-ce que tu t'en souviens ? Oui, alors c'était passé difficilement, mais c'était Liverpool gagne, il trouve 4 buts dans le match. Et Jota me sauve en fin de match. Contre West Ham 2-1, le Paris Stuttgart vainqueur à Schalke n'était pas passé, parce qu'il y avait eu match nul. Un partout. Malgré une grosse domination de Stuttgart. Oui, ça ne valide pas ton pari pour autant. Pour faire mieux encore, pour faire un 2 sur 2, pourquoi pas, quelles sont tes deux idées ? Alors, mes deux idées. La première, c'est sur Elche Celta Vigo. Pari semi-improbable parce que clairement, je pense que 3 auditeurs sur tous ceux qui nous écoutent, et ils sont très nombreux, et on les salue chaleureusement, regarderont ce match. Mon pari, c'est que le moment du premier but sera après la 34e minute, c'est coté à 2,10. Dans tous les cas, j'étais parti sur l'idée de récompenser Elche en les mentionnant, les récompenser, les féliciter de leur capacité à marquer des buts sans tirer ou presque. Parce que, alors j'ai plus les stats bruts, mais là en tir par match, ils sont à 4,3 depuis le début de la saison en championnat, ce qui est assez fort, puisque l'avant-dernière équipe des 5 grands championnats est à 7,8, c'est Augsbourg. Donc on est quasiment du simple au double, donc 4,3 tirs par match, c'est très peu, et pourtant 6 buts. Tu me diras, Augsbourg en a mis 9, mais Schalke qui a fait 8 tirs est à 3 buts. Je ne m'amuse pas à tout remonter, mais voilà, par exemple, pour donner un indice, la plus mauvaise équipe de Ligue 1, c'est Saint-Etienne qui est à 8,6. Donc là, exactement du simple au double. Donc Elche marque, mais tire très peu. Je suis pas persuadé que cette réussite-là continue, on va dire. C'est-à-dire que si je devais parier sur une évolution, je ne parierais pas sur une augmentation du nombre de tirs, mais sur une baisse du nombre de buts dans un avenir immédiat. Et donc, je suis sur l'idée que ce match d'Elche aura peu de buts. Et de l'autre côté, le Celta, c'est pas mal, mais c'est pas mal. C'est pas ni la meilleure équipe de Liga, ni la pire. Mais très clairement, tu vois, c'est pas le Barça où je me dirais, parce que je dis bon, c'est pas mal, ils sont quasiment relégables, donc c'est pas super pertinent, mais ils ont marqué 5 buts, Elche en a marqué 6, donc l'un dans l'autre, j'ai tendance à penser qu'il y a des grandes chances qu'il y ait un 0-0, voulant assurer un pari juste au-dessus de 2 pour être en positif si je rate l'autre, qui a un but après la 34e. Je vais pas dire que c'est acté, hein, mais franchement, il y a quand même pas mal de signaux qui sont ouverts pour qu'il ne se passe pas grand-chose dans ce match-là, donc en espérant qu'il n'y ait pas un but au bout de 2 minutes, parce que les gens qui m'écouteraient en différé se moqueraient beaucoup de moi. Tu te rappelles quand le Celta Vigo était une équipe intéressante de Liga ? Oui, mais ça fait... Très loin. Ouais, je sais même pas...
Tu vois, je sais même pas quelle est la saison entre Stéphane Dalmat et maintenant. Tu vois, il y a eu quelques saisons, mais je sais même plus quels étaient les joueurs en fait. Cela, ça fait tellement longtemps que Iago Aspas les sauve un peu tout seul que. Ah, mais il y a eu les souvenirs d'une bonne saison où c'est Luis Enrique le coach, il y a peut-être 5 Ah saisons. oui, exact, avec Nolito qui était côté Et gauche. même Rafinha. Je crois qu'il y a déjà Rafinha qui arrête pas de partir en prêt n'importe où. Enfin, n'importe où, souvent dans les mêmes clubs. Ton deuxième pari, parce que là, je suis en train de saouler Flo avec mes relents. Une question. Par Oui. contre, pourquoi t'as parlé de Stéphane Dalmat? Oui, c'est Stéphane Dalmat. Non, c'était, je pensais à Peter Luxin. Peter Luxin. Incroyable, incroyable lapsus, parce que dans ma tête, les deux sont les mêmes hommes. Mais oui, non, tu fais bien de me corriger. Je pensais une espèce de 8-10 français de cette époque-là. Et oui, non, Peter Luxin, absolument. Tu fais bien de me corriger. Ah oui. En même temps, il est 1h23 du matin, donc c'est un peu dur, mais. Je parle peu, mais j'écoute. Non, mais Voilà. je vais te trouver une position, le cuche. Est-ce que Stéphane Dalmat n'aurait pas joué à Parme? Si, je vois pas le rapport, Non mais. plus. Ah, si! Non. C'est ton deuxième pari, abruti. Ah oui, c'est mon second pari, mais Parme ne D'accord. m'intéresse pas dans ce pari. Il a pas joué à Mon Parme. second. Non. Ah bon? C'est D'accord. Ousmane Ah, Dabo. je confonds avec. Parme, je D'accord. crois. Oh là là, mais non, mais je confonds pas ces deux Inter personnes. Milan pour Dalmat. Ah, j'étais sûr qu'il avait joué à Parme. Il y a eu une confusion, peut-être un maillot qui ressemblait, ou un mélange des maillots de l'Inter et de Sochaux, ça a donné Parme. Vas-y, Le pire, Christophe. c'est que j'ai dit oui bêtement, alors que oui, non, il a joué à l'Inter, comme Koé et tous ces très grands joueurs de foot. Donc, Parme-Fiorentina, quel joueur marquera un but? Gaetano Castrovilli à 3,80. Alors, Gaetano Castrovilli, ça fait quelque temps que j'ai envie d'en parler, pas suffisamment pour en faire un tunnel d'une demi-heure comme j'ai fait toute la soirée, mais ce pari est l'occasion d'en parler. 6 matchs, 4 buts, une passe décisive, milieu ailier, qui aime bien repiquer, qui est dribbleur, qui est vraiment dans la percussion. 23 ans, alors je le dis maintenant, peut-être que ça sera une énorme bêtise, mais j'ai l'impression qu'il est meilleur que ne l'a jamais été, alors sur un échantillon très court, hein, mais que ne l'a jamais été Bernardeschi. Je suis pas sûr que Bernardeschi ait 10 matchs comme les 6 matchs de Castrovilli, à peu de choses près. Donc j'ai vraiment envie de croire en un destin pas dégueulasse pour ce joueur-là. Alors après, est-ce qu'il se retrouvera à la Juve? Est-ce qu'il se retrouvera dans un très grand club? Est-ce que ça deviendra au contraire quelqu'un qui se stabilise plus dans un club entre 4 et 8, mais dont il est vraiment le taulier, le fer de lance? Je sais pas. Mais je suis assez convaincu par ce que je vois. Je pense qu'il est quand même dans une bonne période et que ça va pas durer toute la saison. Tu vois, ça deviendra, je pense, jamais Franck Ribéry ou autre. Mais j'ai envie de capitaliser sur sa réussite. Et j'ai vu une partie du dernier match de Parme. Parme qui est une équipe plutôt défensive, mais qui a pris 2 buts face à l'Inter et qui, globalement, depuis le début de saison, est en nette sous-performance entre les XG et les buts concédés. C'est-à-dire qu'ils concèdent pas des milliards d'occasions, mais ils prennent pas mal de buts. Pour une équipe qui joue plutôt la contre-attaque, c'est un petit peu dommage. Et j'ai tendance à penser que la Fiorentina marquera quelques buts, au moins 2, et que s'il y a quelqu'un qui va marquer des buts, bah c'est le mec qui en réussite et qui, au-delà des buts, voilà, il y a quelques actions, les gens pourront trouver ça si ils regardent les résumés de la Fiorentina, des espèces d'enchaînements avec des talonnades, des doubles contacts, des choses assez sympathiques techniquement. Déjà l'an dernier, j'avais plutôt bien aimé son début de saison. J'avais plus trop suivi après, j'ai l'impression que c'était un petit peu calmé, mais là je suis peut-être sur l'idée que ça pourrait être l'année d'une forme d'explosion pour lui. Donc en attendant de voir ce qui se passera dans les semaines et les mois à venir, un petit but à 3,80 face à Parme, ça se prend. Merci Christophe. Florent, on t'a fatigué avec notre dialogue qui s'est éternisé en parlant des matchs de Ligue des Champions que tu n'avais pas vu, moi non plus d'ailleurs, et parce que Christophe est une machine indestructible. Est-ce que tu as envie de parler Non. de parler de quoi que ce soit pour compenser? Non, j'ai pas besoin de compenser là. Très bien. Bon, il est juste déçu. Non, je peux juste Mais écoute, ça- annoncer au patron que l'épisode sur la saga Brésil-Portugal 2011 a été enregistré et monté et sera publié soit en fin de semaine, soit dans le week-end. Voilà. Oui. Et là, tu as d'ailleurs monté la vidéo, un résumé du Oui, match, déjà disponible. qui, qui est dispo pour ceux qui sont abonnés ou pour ceux qui voudraient nous rejoindre sur le Patreon, patreon.com/vue du banc saga. Et vous avez énormément d'épisodes à rattraper pour ceux qui ne se seraient pas encore abonnés. Le calendrier des semaines à venir et de la semaine à venir, Florent, donc, puisque tu m'as appris qu'il y avait une trêve internationale, qu'est-ce qu'on va y faire? Bah, je sais pas, on va voir. On va revenir. Il est vraiment blasé, Flo, hein, ça ne va plus du tout. On va revenir en début de semaine prochaine
après les derniers matchs du week-end là, et on fera peut-être un petit bilan de ce qui s'est passé en Ligue 1 sur toute la période, voire le début de saison. Peut-être qu'au quart du championnat, c'est peut-être le moment de faire un petit point sur notre cher championnat français, histoire de parler en bien peut-être de certaines équipes qui perdent malheureusement en semaine en Coupe d'Europe. Ok. Bah, pourquoi? Bah, de toute façon, je te sens un peu déçu, donc je vais essayer de me rattraper et de me faire pardonner dans les jours à venir en étant disponible pour toi, Florent. Et on compte pas parler des matchs de l'équipe de France, du coup. Bah si, mais le truc c'est que l'épisode de la semaine prochaine, l'équipe de France n'aura pas encore joué, Raphaël. Ah ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un épisode par semaine. Ah, c'est exigeant ce qu'on fait. Je regarde du coup les matchs de Ligue 1 qui nous attendent. Il y a notamment un PSG Rennes. Ah bah, par exemple, Peut-être ça devrait être pas mal. Même si... Après, ce week-end, il y a des belles affiches. Hein. Oui, il y a de quoi faire. Lyon Saint-Étienne, Nice Monaco. Mais je crois qu'il y a un City-Liverpool dimanche 17h30, il me semble, notamment. Absolument. Ah, très bien. Oui, on aura pas mal de choses à évoquer. Je regarde dans les autres championnats. S'il y a des choses, il y a Lazio Juve. Dortmund Bayern aussi. Ah, très bien. Gros week-end pour le coup. Là. Notre week-end est fait. Merci messieurs. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler des championnats européens et par la suite de l'équipe de France. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast. C'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.